Bonjour à tous. C'est aujourd'hui que la justice ouvre le procès contre Steve Moussou avec comme question centrale celui qui a été objet d'un enlèvement illégal comme reconnu par la justice béninoise, notamment la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il y a quelques semaines, a Lomé remis à la justice béninoise. Est-il ou pas frère Houving? Le célèbre chroniqueur sur les réseaux sociaux à la plume virulente est toujours tourné contre la gouvernance de Patrice Talon. En attendant la réponse de la justice, les médias en parlent ce matin, la une des journaux et la revue de presse vous feront un point des diverses positions. Le commentaire de Franck Aonou va planter le décor de nos discussions ce lundi matin. Il porte sur les nouvelles limites de la récente réforme opérée dans le domaine de la décentralisation au Bénin. C'est une guerre ouverte, vous le savez, toujours violente et parfois dramatique entre les secrétaires exécutifs et les maires en place. La dernière en date, c'est à Djoum, mais l'histoire retiendra surtout le cas de Banté. Nous allons ensemble voir si le pouvoir de Patrice Talon avait vraiment trouvé la bonne solution alors. Bienvenue à tous. Fraternité pour une manchette culturelle ce matin. Révélation culturelle, la Béninois conquiert Paris. Et puis 12e session du comité exécutif de la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Le Bénin présent aux 2 rendez-vous continentaux. Le directeur régional de l'UNICEF et 24 représentants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en visite de travail au Bénin. Le dernier titre, gestion des déchets solides et ménagers de la commune de Dangbo. La mairie et l'ONG Humanis Afrique lance un projet de renforcement. Matin libre, clap de fin pour la Convention globale de l'Alliance progressive, le parti LDIS, le Bénin à l'international. Et puis vous avez découverte macabre à Djawere et à Djoum. 6 corps en 3 jours. Le journal est très inquiet à ce propos. Le matinal agent occasionnel sans salaire depuis 2007, précision du ministère de l'Intérieur. Et puis, FLAC-UAC, les soutenances de mémoire ont été supprimées, nous informe donc le journal. Dynamisme Info, présidentielle de 2026, LD, un bon casting pour faire ranger la rupture Nord-Sud quotidien, système de retraite au Bénin. La transition vers la capitalisation devient urgente. Le journal, les 4 vérités, 82e session du comité exécutif et 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Une délégation du Bénin est actuellement au Tchad. Nous apprenons donc la publication. 2e sortie de Voix citoyenne unie à Parakou. Le journal Nassiara, plus qu'une exigence, la relecture du code électoral est une priorité. Et puis, le potentiel ce matin pour une note noire. Carly Noir, notamment, l'ancien ministre de la Justice, Gustave Anani Kassa, cet été, nous apprenons que la publication. Décryptage info, Eratum, le rapport Birudi 2024, le Bénin ne fait pas partie des économies examinées selon la Banque mondiale. C'est une rectification apportée par le quotidien. Le meilleur à présent, infanticide au Bénin. Qu'est-ce qui peut pousser les mères à jeter leur bébé et sur des tas d'ordures et ou dans des carnivaux? Curiosité du quotidien ce matin. Et puis balai de communiqué de soutien autour du supposé coup d'état manqué. Là nous sommes avec le Soleil Bénin Info, le faux jeu des politiciens au grand jour. Libération art contemporain, les œuvres béninoises trônent à la conciergerie de Paris. Nous voici avec la nouvelle Gazette et toujours cette mauvaise nouvelle. Carly Noir notamment, l'ancien ministre de la Justice, Gustave Anani Kassa, n'est plus, apprend-on donc ce matin. Le routier... Rapport Benetofa 2024 et tentative de coup d'État. Le mentor Narcisse Agougnon en parle dans les colonnes donc du journal. L'événement précis, exposition itinérante d'art contemporain, Talon et Macron révèle. Le Bénin a
Paris Visa Info, très sportif ce matin. D'ailleurs, c'est un quotidien spécialisé sport. Liste des 25 guépards convoqués pour la double confrontation face au Rwanda. J'ai notre rôle du même au même. Jodel dessous sans club, toujours appelé. Une première pour Mariano Chinonvi. Serge Bassa. La fatwa se poursuit. Mohamed Tijani, le grand retour. Le patriote. Procès d'un chroniqueur à la criette. Steve Amoussou ou frère Rouvi. En tout cas, la question reste posée avec le patriote. Bénin intelligent, révélation à contemporain du Bénin, talent Macron font les premiers pas. Voici le territorial chez vous. Itinérance de l'exposition révélation à contemporain au Bénin. Paris accueille une centaine d'œuvres, témoins de la richesse et de la vitalité de la scène artistique béninoise. Et la deuxième lecture de fraternité, révélation culturelle, la Béninois conquiert Paris. Et puis 82e session du comité exécutif et 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Le Bénin présent aux 2 rendez-vous continentaux. Et puis le directeur général de l'UNICEF et 24 représentants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en visite de travail au Bénin. Gestion des déchets solides et ménagers dans la commune de Dangbo. Le journal de Ménoté nous apprend que la mairie et l'ONG Humanis Afrique ont lancé un projet de renforcement sur ce volet-là. Voilà donc ce qu'on peut retenir la une des journaux ce matin. Rapidement à l'intérieur de Fraternité, cette actualité notamment de la journée, nous sommes dans le secteur de la justice. Steve Amoussou est attendu devant le tribunal aujourd'hui même, nous apprend donc Fraternité. Ce sera devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a été déclaré coupable de harcèlement par voie électronique. En effet, la Cour a estimé que Steve Amoussou aurait utilisé des moyens numériques pour importuner, menacer ou harceler une ou plusieurs personnes. Le deuxième chef d'accusation à son encontre, c'est l'initiation et la publication de fausses nouvelles par le biais de réseaux sociaux. Cette accusation implique que Frère Onvi aurait créé et diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux, potentiellement dans le but de manipuler l'opinion publique et de nuire à autrui. En tout cas, l'homme va faire face donc au juge et commencer à répondre à ces questions. Nous avons déjà cet article aussi dans Fraternité qui s'intéresse un peu à l'actualité dans le monde éducatif. Le Bénin et son système éducatif qui sont à l'honneur, notamment à la conférence des ministres de l'éducation de l'ICESCO à Mascate. De quoi est-ce que cela retourne? Eh bien, achetez le journal et informez-vous. Informez-vous sur l'actualité à l'international, notamment sur le continent avec le Burkina Faso qui cherche toujours, en tout cas, les responsables à l'origine des tentatives de déstabilisation du régime de Ouagadougou. Achetez donc le journal et découvrez un peu désormais quelle est la cible des militaires au pouvoir dans la capitale du pays des hommes intègres. Hier, l'Algérie votait pour choisir un nouveau président. Abdelmadjid Tebboune était aussi candidat à sa propre succession. Qu'est-ce que cela donne? Achetez donc le quotidien et découvrez le point de l'actu sport sur dans les colonnes de Fraternité, pardon, c'était la page 9, avec cette bonne ou mauvaise nouvelle. En tout cas, ça dépend de là où vous vous placez. Le Bénin, vice-champion du monde du Maracana, qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Justement, les guépards affrontaient les éléphants en finale dimanche. Cela s'est soldé par un cinglant 3-0. Les éléphants ont battu donc les guépards, en tout cas, et décrochent la première édition de la Coupe du Monde de la discipline. On verra bien le point tout à l'heure quand on sera au rendez-vous des sports. Tout à l'heure, juste derrière le bulletin d'information qui vous sera présenté par Florence Bossa. Elle est déjà bien installée. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Dans le bulletin que vous aurez à nous présenter, Florence, on aura les images de la fin du 19e sommet de la francophonie. Il y a que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a participé à cet événement majeur dont les enjeux sont d'abord politiques, économique, numérique et culturel. À l'occasion, le président de la République française, Emmanuel Macron, a plaidé pour que les membres de l'organisation portent ensemble une diplomatie qui défende partout les valeurs de la francophonie. Détail à suivre. À suivre aussi cette autre image, et là aussi on parle du chiffre 19, c'est la 19e édition, réunion si vous voulez, des ministres et experts chargés de la télécommunication, des tickets, l'économie numérique de l'espace CEDEAO. Cela s'est tenu la semaine écoulée au cœur des échanges de la rencontre
rencontre est donc de la capitale économique du Bénin, l'examination des conclusions et recommandations des travaux des experts en vue de favoriser l'économie numérique inclusive au sein de la communauté. Je vous promets quelques détails tout à l'heure. Voici le bulletin. Ce week-end, l'actualité au plan national, en tout cas dans le monde francophone, c'était donc le 19e sommet des pays ayant en partage cette langue-là. La rencontre s'est tenue précisément en France. C'est un rassemblement majeur dont les enjeux, Florence, dites-vous, sont politiques, économiques, numériques et surtout culturels. Depuis 33 ans, Tanguy, c'est la première fois que le sommet est organisé en France. Une centaine de délégations de chefs d'État et de gouvernement ont pris part aux travaux aux côtés du président de la République française qui, à l'occasion, a exhorté les membres de l'organisation à porter une diplomatie défendant les valeurs de la francophonie sur toute la planète. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Emmanuel Macron. Notre littérature, au pied du cèdre, au sommet, sont ceux qui structurent. Ce n'est donc pas un hasard. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. Je fais un clin d'œil à mon amie Patricia Scotland, qui est la secrétaire générale du Commonwealth, qui est juste ici devant moi. C'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. C'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale, intergouvernementale, qui a su s'adapter à son temps, consulter, écouter attentivement la jeunesse et les femmes, les 2 cibles principales de nos activités. Économique. Ce sont là plutôt les propos de la secrétaire générale de la francophonie qui déclarait que l'organisation doit être agile et s'adapter rapidement, efficacement et de façon durable aux besoins réels de l'espace francophone pour obtenir les meilleurs résultats. En marge, toujours à ce sommet de la francophonie, le Salon Francotech, un événement économique qui a rassemblé les forces vives de l'espace francophone pour célébrer et renforcer le français comme la langue française des affaires. Plusieurs personnalités de divers pays de l'espace sont invitées afin de présenter les avancées dans plusieurs domaines dans leurs pays respectifs. Je vous invite à suivre à ce propos le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadji Bakari. Je vous invite à visiter le stand Béninov où nous avons une dizaine de startups. C'est juste un échantillon de cette scène un peu très dynamique que nous avons, certaines qui répondent aux questions de santé. Donc comment aider, comment apporter la santé au plus près des populations. On a une start-up qui travaille, qui utilise l'intelligence artificielle et qui essaye de la rendre accessible au dernier kilomètre, ou comment partager et accompagner les jeunes et faire de l'accompagnement dans l'éducation, mais vraiment dans des secteurs complètement différents. Cela permet aussi de montrer que, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, la technologie en français existe et c'est important.
On revient au Bénin pour s'intéresser à la 19e réunion des ministres et experts chargés des télécommunications, des TIC, de l'économie numérique et des postes des membres de la CEDEAO qui s'est tenue à Cotonou en prélude à cette session qui a eu la rencontre des experts de la CEDEAO de 2 au 3 octobre dernier. L'objectif de cette réunion du Conseil des ministres des TIC est d'examiner les conclusions et recommandations des travaux des experts en vue de favoriser une économie numérique inclusive au sein de la communauté. Les ministres chargés des télécommunications, des TIC et de la digitalisation des États membres de la CEDEAO se retrouvent ce vendredi 4 octobre pour leur 19e réunion à Cotonou. Une rencontre stratégique pour la CEDEAO et ses pays membres, dont l'objectif est de favoriser une économie numérique inclusive dans toute la région. Le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que celui de l'économie numérique, dispose de la capacité de pouvoir remodeler le développement, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement. We have the opportunity today to strengthen our collective efforts to further align our individual national strategies and work together, creating a more digitally inclusive West African sub-region towards a future where all our citizens, regardless of their locations or backgrounds, have access to the transformative powers of digital tools and resources. Au cours de cette session, les ministres des télécommunications de la CEDEAO auront à adopter la stratégie de développement du secteur numérique de la région pour la période 2024-2029, le rapport sur la mise en œuvre du règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communication mobile dans l'espace et les recommandations qui y figurent pour accélérer le rythme de sa mise en œuvre. Ils auront également à valider le rapport numérique 2023 de la CEDEAO ainsi que les mesures de confiance. La stratégie qui nous est soumise vise à faire du numérique un levier de croissance économique et d'inclusion sociale pour notre région. Dans un contexte où chacun de nos pays travaille résolument à son développement numérique et s'illustre par ses réalisations, il reste cependant crucial de repenser nos modes de coopération dans le secteur du numérique et de la poste. Et il est clair qu'une telle stratégie vient donc à point nommé pour nous permettre de créer une synergie communautaire sur des sujets tels que la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, les infrastructures transfrontalières et la dématérialisation des services publics, conformément à la vision de nos chefs d'État. Pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, la présente réunion revêt donc une importance capitale pour les pays de la CEDEAO. À cet effet, une synergie d'action est nécessaire pour relever ce grand défi. Elle formule le vœu que leurs échanges soient fructueux et que les travaux de cette réunion leur permettent d'enrichir le document de stratégie soumis à leur approbation. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossa, pour la présentation de ce bulletin de l'information. Je rappelle, avant de vous souhaiter bonne journée, je rappelle qu'on aura d'autres rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin, notamment pour les petites éditions à 11h et à 16h. Ce sont les éditions de bulletin de l'information à 13h, 19h30 et 22h30. Ce sont donc les grandes éditions. Florence Bossa, merci et bonne journée. Merci, bonne journée. À demain. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que tout à l'heure, on aura un invité, notamment dans ce studio, Élie Bagoula, voilà. Donc, notre invité ce matin, avec lui, on va discuter un peu des opportunités qu'offre leur structure pour permettre des études au Canada. Il est responsable au recrutement international du collège ELIS Canada. On va parler un peu de ces opportunités-là. On va parler aussi, pendant ce numéro de votre émission Actu Matin, des réformes au niveau donc des communes du Bénin. Vous le rappelez certainement, il y a récemment eu des réformes engagées par le
le gouvernement Patrice Talon dans ce milieu-là. Mais déjà, quelques essoufflements notés, notamment par rapport à la mise en œuvre de cette réforme-là. Franck Aounou va passer par ici avec son commentaire de ce matin qui va planter le décor de nos discussions. Alors, quelles sont les limites identifiées par rapport justement à la mise en œuvre de ces réformes-là? On en parle dans un instant. Mais pour l'heure, voici chez vous l'actualité des sports. On va parler football, notamment dans plusieurs de ces versions, parce que désormais, il n'y a pas qu'une seule version de football. On a désormais le Maracana aussi, qui est un dérivé du foot. Mais on va parler aussi de basketball. Maël, bonjour. On menu donc de l'actualité des sports de ce premier jour de la semaine, des nouvelles des Guépards sur les différents tableaux, les résultats de la deuxième journée de la Ligue Pro et aussi du basketball, comme je l'ai annoncé. Et on va démarrer par les nouvelles des Guépards à la Coupe du Monde de Maracana, qui s'est achevée dans la capitale ivoirienne. Malheureusement, le Bénin n'a pas été sacré championne du monde comme on l'attendait. Oui, malheureusement, si près du but, l'équipe béninoise a échoué en finale face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Une défaite 3-0 qui prive le Bénin d'un titre de champion du monde. Pourtant, les Guépards le voulaient ce trophée, mais au final, le destin en a décidé autrement pour les hommes de Juste Fleury sous une première participation pleine d'émotions pour les Maracaniens béninois qui ont réalisé un beau parcours durant lequel ils se sont offerts des victoires de prestige, notamment contre la France en phase de groupe et contre la Belgique en quart de finale. En demi-finale, ils réussissent à se débarrasser du Togo et se hissent en finale à l'arrivée, mais ils vont pas avoir le titre de champion, mais quand même ils ont la médaille d'argent, d'ailleurs une très belle médaille d'argent pour ces Guépards qui n'ont rien lâché du début jusqu'à la fin de la compétition. Christian Kochoni et ses coéquipiers ressortent la tête haute de cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana avec une enveloppe financière de 40 000 $ plus 15 médailles d'argent. Pour les autres distinctions, la Côte d'Ivoire sacrée championne en poche, 80 000 $ et 15 médailles d'or. Le Togo arrivé troisième repart avec 17 000 $ et 15 médailles de bronze. Autre fait notable pour le Bénin, c'est le prix du meilleur artificier de la compétition qui est revenu à Séverin Afouda, auteur de 8 buts dans la compétition. Il repart avec une enveloppe de 1 000 $. Tanguy, un mot sur la performance des Guépards à cette Coupe du Monde que vous avez suivie. C'est vrai qu'on avait craint pour dès la deuxième journée, justement, avec cette défaite enregistrée face à la Guinée, oui. Notamment. Mais bon, à l'arrivée, on peut se dire qu'ils ont fait un parcours honorable, en tout cas qui hisse les couleurs nationales du Bénin, assez haut à l'international. Seulement que quand on se souvient que déjà la Côte d'Ivoire avait battu le Bénin, toujours à cette même étape de la compétition, mais cette fois-ci au niveau continental, on se dit ben c'est un deuxième coup. On se rappelle de cette finale soldée par 1-0. Mais là, si en Coupe du Monde, en finale, on encaisse 3-0, je ne sais pas si on a avancé ou si on a reculé. Ben, sur les deux matchs, il n'y a pas photo. Quand on regarde la progression de l'équipe béninoise entre le rendez-vous continental et cette Coupe du Monde, on a vu une équipe béninoise un peu plus déterminée, un peu plus résiliente. Nous, c'était la résilience des Béninois. Le match gagné contre la France n'aurait pas été possible. Je me rappelle, après la défaite contre la Guinée, le sélectionneur a dit qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, en finale, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Et puis, ils ont joué repli un peu. Je ne sais pas si c'est un schéma tactique choisi délibérément. Le fait de laisser la Côte d'Ivoire jouer au ballon et de l'attendre. Mais ce n'est pas visiblement marché puisque la Côte d'Ivoire a surtout profité par des balles au-dessus donc des joueurs. Mais c'est tant mieux. On espère en tout cas que le prochain rendez-vous sera le meilleur, Maël. Et puis justement, et rendez-vous à 21h pour décrypter toute l'actualité de cette Coupe du Monde avec les acteurs même qui vont y prendre part. Tout à fait. On sera au rendez-vous, ce sera à partir de 21h. Ça s'appelle Canal Sport sur Canal 3 à Bénin. On parle toujours des Guépards, hein, mais cette fois-ci, on est avec l'équipe nationale de football. Ce week-end, le sélectionneur national Gernot Rohr a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la double confrontation. Ce sera les 11 et 12 prochains contre le Rwanda. C'est dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, samedi matin, le technicien franco-allemand a annoncé la liste des 25 Guépards retenus pour ces deux rencontres qui s'annoncent vraiment décisives pour le Bénin. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grands changements sur la liste de Gernot. Il a fait confiance aux mêmes hommes. Ses cadres sont là. Steve Mounier
Olivier Verdon, Jodel Dossou, Mohamed Tidjani, Cécile Almeida. Les autres appelés sont Andreas Rontondi, Tosina Yegon Junior Olaïtan, Steve Warren Traoré, Imran Hassan, Francisco Dododoku, Mariano Arwangbo, Romaric Amoussou, Ghislain Aoudo, Samadou Atidikou, Matteo Arlinvi, Rabiou Sankamao, Oworu Tamimou, Moumini Rachid, Fassinou Rodrigue, Cédric Rontondi, Saturnin Alagbe, Marcel Dandinou, ils sont tous là, mais il faut quand même souligner la première en équipe A, Tanguy, de Mariano Tinonvi, le jeune gardien de l'Autopopo. Pour rappel, le Bénin accueille le Rwanda le 11 octobre en Côte d'Ivoire, puisque le stade général Mathieu Kérékou n'est toujours pas homologué par la CAF, avant de se rendre à Kigali pour défier à nouveau les guêpes 4 jours plus tard. 2 matchs qu'il faudra surtout très bien négocier pour les hommes de Gernot Or dans cette campagne qualificative pour la CAN 2025 au Maroc. Prenez donc le rendez-vous. Oui, il faut surtout savoir négocier avec ces Rwandais, qui savent très bien piquer, surtout que c'est des adversaires qu'on connaît très bien. On a l'impression que c'est une histoire d'amour depuis quelques 2 ou 3 éliminatoires maintenant, et même pour ce qui est des éliminatoires de la Coupe du Monde. En tout cas, les poulains de Gernot Aura sont bien prévenus. Gernot Aura aussi, je crois, il est très bien informé. On verra ce que ça va donné pour l'instant. Vous connaissez très bien la nouvelle tête dans l'équipe nationale là. Mariano Tinonvi, un jeune gardien de 20 ans qui évolue avec l'Autopopo. La saison dernière, il a fait de très belles prestations. Je pense qu'il aurait pu être sélectionné la saison passée au vu de ses performances, mais peut-être le coach a attendu peut-être le très bon moment pour le faire venir. Et on constate également que Gernot Or reste fidèle à sa politique de faire venir les jeunes en équipe nationale. Je pense que sous lui, on a beaucoup plus de jeunes qui viennent en équipe nationale, sa politique de rajeunissement des Guépards. Donc je pense qu'il reste fidèle et il reste sur sa lancée. On va continuer donc avec le football et toujours les listes. Cette fois-ci, on va sortir de Bénin puisque ce n'est pas seulement les Guépards qui préparent les prochaines journées. On va parler aussi du Sénégal qui a sorti sa liste. Mais avant, comment est-ce que justement le pays vit les postes Aliou Cissé? Eh ben, c'est justement une équation qu'il faudra voir déjà dans les prochains rendez-vous avec le Malawi, puisqu'on ne sait pas vraiment si l'équipe du Sénégal se remet encore déjà de sa séparation avec son coach. Il va falloir attendre, puisqu'on a tous été secoués la semaine dernière par cette nouvelle. Mais en attendant, après 9 ans passés à la tête de la sélection nationale, Aliou Cissé a été remercié par l'État sénégalais. Mais on a quand même publié la liste des joueurs retenus pour les échéances prochaine. Il s'agit de Sadio Mané notamment, Kalidou Koulibaly, Nampalis Mandi, Ismaël Jacobs, Pape Matassar, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Sadio Mané, Abdallah Sima ou encore Nicolas Jackson. Tous ces joueurs ont été appelés par le sélectionneur national qui a été mis intérimaire puisque la fédération n'a pas encore nommé un tout nouveau sélectionneur pour les Lions de la Teranga au plan sportif. Donc il faut dire que la vie va continuer pour les Lions de la Teranga puisqu'ils devront très vite encaisser le coup et se remettre en selle puisque les échéances se pointent à l'horizon. Et déjà le 11 et le 15, ils affrontent aussi le Malawi dans le cadre des éliminatoires, toujours de la Coupe d'Afrique des Nations. On saura certainement, en tout cas à la prochaine journée, la physionomie que présenteront les Lions de la Teranga. Mais on pourrait se dire que le travail effectué par Aliou Cissé pourrait donc continuer à avoir ses effets. Ce qu'il faut attendre de voir, c'est surtout le temps que mettra donc cette sélection pour, ma foi, oublier un peu l'impact, je dois dire, d'Aliou Cissé sur l'effectif. Faut-il dire, c'est quand même une dizaine d'années au niveau donc de la sélection. Ça ne peut pas s'oublier en une semaine. Oui, ça ne peut pas. Allez, on va reprendre à parler des Guépards et là on descend crescendo, toujours en parlant donc des joueurs de la sélection nationale. On va parler maintenant de l'équipe A', la sélection locale qui elle aussi prépare activement un rendez-vous continental. Oui, en vue des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, Moussa Alatongi, le sélectionneur de l'équipe nationale, s'active pour cette échéance. Il multiplie d'ailleurs les regroupements à peine le stage terminé, qu'il a déjà rendu public une nouvelle liste de 24 joueurs qui commence dès aujourd'hui l'acte 2 des préparatifs. Au total, 3 gardiens de but ont été appelés, 8 défenseurs et
avec des profils bien variés, que ce soit en défense et au milieu de terrain. Au total, ils sont 7 au milieu de terrain qui ont été appelés par Moussa Alatondi et 6 attaquants à partir d'aujourd'hui donc, et ce jusqu'au 11 octobre prochain. Les répétitions vont se poursuivre à Kovet avant l'ultime rendez-vous de la mise au vert. Rappelons que le tirage au sort de la phase des éliminatoires de ce championnat d'Afrique des Nations 2025 est prévu pour ce mercredi 9 octobre 2024 au Caire en Égypte. On en parlera évidemment dans nos prochains rendez-vous. Déjà, l'immédiat, c'est tellement celui de ce soir. On va refermer la page des Guépards avec les jeunes pousses, les U20 notamment, qui participent du 17 au 31 octobre prochain à Lomé au tournoi UFOA de la zone B. Oui, Tanguy, dernière ligne droite pour les Guépards juniors qui ont entamé depuis mercredi dernier un stage de regroupement sous la houlette du manager général des équipes de catégorie. Ils sont 33 à avoir répondu présent à l'appel de ce stage qui s'annonce vraiment décisif pour le staff qui va procéder progressivement à une réduction de l'effectif pour retenir 25 qui prendront part à la compétition. C'est donc à juste titre que les entraînements ont grimpé en intensité avec 2 séances quotidiennes. Les principaux ateliers qui ont meublé cette semaine de travail étaient le travail de mise en route avec des exercices de sortie de balle, d'attaque-défense, des oppositions triangulaires. Durant cette phase de présélection, le staff se concentre sur les essais afin de bâtir la charpente de l'équipe. C'est donc une grosse semaine de travail qui vient de s'achever et qui va d'ailleurs se poursuivre cette semaine. Toute cette préparation, Tanguy, pourrait se conclure par un match test avant le départ du groupe pour Lomé dès la semaine prochaine. On va avoir un œil, comme on l'a déjà fait d'ailleurs, on le fait d'ailleurs depuis longtemps, sur cette sélection-là, afin de voir quels sont les résultats qu'elle va nous apporter. Le week-end, on disputait Maël, la deuxième journée de la Ligue Pro, avec de belles victoires pour des équipes comme l'AS Cotonou, encore les défaites du vice-champion en titre et du champion en titre. Ah bah justement, le week-end n'était pas forcément l'un des meilleurs pour Coton FC, battu par Dragon dans le choc. Et également, de son côté, Dadi FC, qui était en déplacement sur le terrain des Cavaliers de Niki, a été également battu sur le même score, c'est-à-dire 1-0. À noter le match très intéressant entre les Adjaka Lolo de l'AS Cotonou et Avanco Omnisport. Dans le groupe A, on a les résultats suivants. Abeille qui a été battu par Espoir de Savalou. Beke et Loto Popo ont fait match nul, 0 but partout. Match nul également, 1 but partout. Dynamo de Parakou et Banigansé. Real Sport et Dynamo d'Abomey se sont séparés sur le même score. Score de parité également entre la BOA et les Panthers de Djougou. Dynamique a battu l'AS Takounen 2-1. Robio a battu Tamisa 2-1. Et enfin, score nul et vierge entre les Buffles du Borgou et l'AS Tonnerre de Boycon. Dans le groupe B, Adidja et l'Aspac se sont séparés sur un score de parité. La Sobemap a battu Ayema 2-1. L'AS Police s'est imposé 1-0 devant Étoile Filante. Sitatunga a été battu à domicile par la jeunesse sportive de Ouida. Aziza et la jeunesse sportive de Pobé ont fait match nul, 0 but partout. La jeunesse athlétique de Kétou et les requins de l'Atlantique ont également fait match nul, 1 but partout. Avanco Omnisport, l'AS Cotonou a battu Avanco Omnisport 3-2. Azo a battu l'USS Craqué 2-1. Commentaire sur les différents résultats de cette deuxième journée. Votre tableau affiche Avanco Omnisport 3 buts contre AS Cotonou 2. Je crois que c'est Avanco Omnisport qui a bien gagné. Et puis mon club USS Craqué qui perd à domicile, je suis bien surpris. Mais bon, on sait que ce club vit quelques difficultés, notamment depuis 2 ou 3 ans. On espère bien que cette équipe va donc retrouver un peu plus de souffle et d'allant pour les meilleures formes qu'on lui connaît. Les défaites surprises des 2 têtes du championnat a été vraiment assez bizarre quand on voit que mettons quoi, Dragon a battu Coton. Même si c'était à domicile, Coton FC, c'est vrai que Dragon commence à renaître de ses sens. On se rappelle l'année passée, pour les phases allées, quand même, Dragon avait tenu la dragée haute à toutes les équipes en terminant première, même si bon, à la fin, le cataclysme est venu. On ne devrait pas être surpris justement par ce résultat-là. Par contre, que de voir un certain Dadje FC tenu en échec, alors même qu'elle a eu cette expérience continentale, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, forcément, le début de saison est déjà un peu compliqué pour Dadia. C'est vrai qu'on connaît Dadia, une équipe qui pratique du beau football. Il y a une structure autour de l'équipe. Déjà, le premier match s'est soldé par un résultat nul face à la l'AS Tonnerre de Boycon. C'était à domicile. Là, ils étaient en déplacement sur le terrain des Cavaliers à Niki. Malheureusement, le match s'est soldé par une défaite. Je pense que Dadia ne s'est pas encore très bien remis. Comme je le disais la dernière fois. Des nombreux buts infligés par la Renaissance sportive de Berkane. Donc, il va falloir très vite. C'est un traumatisme, on dirait. Qui reste dans les têtes, mais psychologiquement, je pense que l'équipe de Dadia va se remettre. C'est une équipe qu'on a vue par le passé, qui nous a convaincus la saison dernière et qui a abouti d'ailleurs à cette participation à la Coupe CAF. Là, maintenant, on est au début de la nouvelle saison et il y a peut-être des petits couacs qu'il va falloir réajuster parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées aussi, il faut le souligner, durant... un peu voilà, donc il va falloir trouver les automatismes au niveau des différents compartiments de jeu pour pouvoir bien lancer la machine. On va conclure, Maël. On va conclure donc les sports ce matin avec la balle au panier. Le Bénin est parmi les nations du continent invitées à prendre part à la régionale Youth Camp FIBA Girls d'Abidjan 2024. Oui, 22 pays du continent prendront part à cette 4e édition de la régionale Youth Camp FIBA Girls à Abidjan en Côte d'Ivoire. Du 21 au 24 octobre prochain, hormis le Bénin, on retrouvera des pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Botswana, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, la Gambie, l'Ouganda, le Kenya, le Ghana, le Mali, le Sénégal ou encore la Tunisie. Il s'agit, Tanguy, d'un camp régional organisé par la Fédération internationale de basketball. Pour les filles, le drapeau vert, jaune, rouge sera porté haut et fort par Okpeyemi Honorine Laourou. Ainsi, après la régionale Youth Camp garçon du camp qui se déroulera du 14 au 17 octobre 2024 à Douala au Cameroun, l'Afrique rejoindra Abidjan pour celui des filles du 21 au 24 octobre 2024 au Palais des Sports de Trècheville. Il va rassembler les meilleurs talents féminins d'Afrique. Plus de 200 athlètes et encadreurs de basketball sont attendus sur les bords de la lagune Ébri pour la fête du basket féminin avec en ligne de mire la promotion du genre. Ce stage est organisé par la FIBA dans le cadre de son programme de développement en Afrique. Ce camp de basketball d'élite a pour but d'améliorer le niveau global du basketball africain. Okpeyemi Honorine Laourou a été sélectionné par FIBA Afrique sur la base de ses compétences exceptionnelles en matière de basketball et de ses capacités de leadership. FIBA Africa Regional Youth Camp 2024, Tanguy, sera une opportunité unique pour permettre aux joueurs d'améliorer leur qualité au basketball en étant coachés par des experts de FIBA et surtout de la NBA tout en côtoyant d'autres basketteurs venus d'autres catégories et de leur catégorie d'âge. Oh oui, ça va être très intéressant en tout cas pour améliorer leur niveau. On espère bien que cela aura cet impact qu'on attend sur la qualité donc du jeu de la balle au panier au niveau donc du Bénin. Maël, c'était tout ce matin? Oui, c'était tout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous remercie aussi pour cette rubrique assez riche en informations et largement dominée par les informations du domaine du football. En donnant rendez-vous donc aux téléspectateurs ce soir à partir de 21h pour le plus grand format des rendez-vous sport sur Canal 3 Bénin à 21h, je le rappelle et le précise à nouveau. Bonne journée. À vous aussi, Tanguy. Merci. Mesdames et messieurs, voici notre invité ce matin. Je l'ai annoncé tout à l'heure, mon invité ce matin, c'est Eli Bagoula, responsable du recrutement international au niveau donc du collège Ellis Canada. Nous allons parler des possibilités d'aller étudier au Canada. Monsieur Bagoula, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci à vous, un plaisir. C'est quoi le collège Ellis Canada? Le collège Ellis Canada, nous sommes un établissement privé. Nous offrons des formations axées sur la pratique. Okay. Donc au Canada, vous avez les cégep, vous avez les universités et puis vous avez les collèges privés qui équivaut au cégep. C'est vrai qu'ici au continent, les gens sont plus habitués au cégep, mais les collèges privés offrent les formations comme les formations qui sont offertes au niveau des cégeps, plus axées sur la pratique évidemment. Et donc, vous proposez justement aux gens de leur faciliter la tâche d'aller étudier au Canada. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans ce chemin?
En fait, moi, juste pour vous, la petite anecdote, moi j'ai étudié ici au Bénin, à Cotonou, au collège Père-au-Pied. Donc, mon père de formation diplomate, donc nous avons atterri, nous avons déposé nos bagages au Bénin. Par la suite, j'ai un peu parcouru le monde avant d'aller me retrouver au Canada. Où à la base, moi j'allais au Canada pour faire une formation, bien sûr, je voulais faire une formation qui me permettrait d'avoir des opportunités de carrière. Donc, c'est ce qui m'a amené au Canada où j'ai étudié les relations publiques. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'ai trouvé ma place dans la société canadienne, ce qui m'a amené à m'y installer. Une fois que je me suis installé, quand moi je suis allé au Canada, je n'avais pas eu cette opportunité de me faire conseiller, évidemment, parce que moi je ne suis pas un recruteur qui recrute des étudiants. Donc moi je viens représenter mon établissement. Et dans mon établissement, je suis la personne responsable aussi, ce qui veut dire que la vision que j'amène à l'établissement, c'est cette vision-là que nous suivons. Donc, pour ma part, en ayant été étudiant, j'ai vu ce qui n'avait pas fonctionné pour moi et comment les choses peuvent se faire. Et je me suis lancé dans ce domaine. Et puis, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pu gravir des échelons m'amenant à être le responsable du recrutement international pour le Collège Élise. Et donc, c'est pour cela que vous proposez aux gens désormais de les aider à aller étudier là-bas? Ceux qui le souhaitent, M. Tanguy. Nous ne venons pas ici pour obliger qui que ce soit, parce que vous savez, c'est un choix personnel. Ce n'est pas une obligation. Parce que comme je dis toujours aux familles, aux étudiants, le choix du Canada ne doit pas être une obligation. Vous n'y êtes pas obligé. C'est ceux qui ont les moyens, parce que c'est très important qu'on se le dise. C'est une question de moyens. Tout à fait, c'est très important. Et ça, moi, je ne souhaite pas passer par 4 chemins par rapport à ça. Il est important de dire aux familles la vérité sur ce qui est. C'est-à-dire qu'il n'y a que les riches qui viennent chez vous, c'est ça? Non, non, M. Tanguy, vous savez, dans mon établissement, il y a des étudiants, des familles dont les parents sont modestes, si je peux me permettre le terme, sans vouloir manquer de respect à personne, qui se sont sacrifiés pour que les enfants viennent au Canada. Permettez-moi une petite parenthèse, parce que vous savez, moi, par exemple, mes parents payaient pour moi les études, et jusqu'à aujourd'hui, je leur suis reconnaissant. Mais ceux dont les parents ont dû se sacrifier pour les amener au Canada, comme je leur dis toujours, vous ne venez pas ici pour jouer. Donc si vous choisissez de venir dans mon établissement, vous devez vous plier aux règles que nous avons apprises dans nos pays. Ce n'est pas un Canadien qui est responsable dans l'établissement, c'est quelqu'un qui a étudié au Bénin. J'ai étudié en Guinée, dans beaucoup de pays en Afrique. Donc les valeurs que vous devez suivre sont les valeurs qu'on nous a inculquées dans nos pays. Et surtout quand les parents sacrifient énormément pour leur donner l'opportunité d'aller au Canada. Donc non, M. Tanguy, pas juste les riches, ceux qui peuvent... Ça me rassure au moins. Mais vous le savez, les jeunes, ils rêvent beaucoup de l'ailleurs, ils veulent quitter le continent. Certains embarquent même sur des bateaux de fortune, des pirogues à la limite, et coulent en mer. Quand vous leur offrez cette opportunité, vous favorisez forcément, je dois dire, une sortie, en tout cas par voie normale, des jeunes Africains. Mais là-dessus aussi, on sait qu'on ne choisit pas n'importe qui pour aller étudier là-bas. Ce sont les têtes bien faites que vous choisissez. Est-ce que vous ne dépouillez pas l'Afrique, justement, de ses meilleurs talents, de ses meilleurs cerveaux, alors qu'elle en a besoin pour se construire? Très bonne question, très pertinente, et je suis content que vous me la posez, cette question. Oui, c'est ce qu'on voit beaucoup. On s'est dit, mais ils viennent ici pour dépouiller les cerveaux. Mais vous savez, au Collège Élise, on veut les cerveaux, les gens qui ont eu quand même des moyens qui répondent à l'excellence, mais on ne ferme pas la porte à ceux qui ont peut-être le moyen académique, je peux dire moyen, pas toujours excellent bien sûr, parce qu'il y a aussi des programmes qui répondent aux besoins de ces étudiants-là. Mais la fuite de cerveau, M. Tanguy, à la fin de la journée, on ne vient pas ici pour... Par exemple, moi, on peut dire aujourd'hui que l'Afrique a perdu un cerveau parce que je suis allé m'installer au Canada. Mais comme je dis toujours, le choix, les étudiants ont le choix de venir se former. Il y en a qui décident de revenir. Ah oui, ils sont nombreux? Ils sont nombreux qui reviennent. Moi-même, peut-être que vous n'alliez pas me croire, mais je rêve de revenir. Parce que vous savez, je passe une partie de mon temps au Canada, une partie de mon temps sur le continent africain, parce que mon travail me demande d'être ici. Donc moi, je suis entre les deux. Si aujourd'hui, vous me demandez de choisir, je vous dirais oui. Mais revenir, pourquoi? Je ne vais pas plier mes bagages parce qu'on ne va pas se le cacher. Le Canada m'offre quand même certaines conditions que moi, modestement, je n'aurais pas eu dans mon pays d'origine, qui est le Congo. Donc c'est pour ça que je reste encore au Canada. Mais si demain une opportunité s'ouvre à moi, qui répond aux besoins et à ce que m'offre le Canada, bien sûr, on reviendra. C'est juste parce que pour le moment, on n'a pas encore trouvé,
je peux dire ça comment, l'opportunité pour revenir. Mais comme je dis toujours aux étudiants, oui, vous venez pour vous former. Moi, M. Tanguy, et devant Dieu, parce que je suis quand même croyant, quand je suis allé au Canada, je n'avais pas prévu de m'y installer. Je n'avais pas du tout Qu'est-ce qui vous a retenu? Les belles rues ou non, les belles infrastructures? C'est ce qui m'a retenu, c'est que comme je vous ai dit, moi, mon père est diplomate de formation. Il travaille toujours aux Nations Unies, bien sûr, si je peux me permettre, sans faire de publicité. Mais moi, j'aurais pu tout avoir si j'étais revenu grâce à mon père. Mais moi, j'ai dit non, je vais. Parce que M. Tanguy, un noir au Canada qui est devant vous aujourd'hui et qui vous parle comme ça, dites-vous qu'il a dû traverser beaucoup d'épreuves avant d'arriver ici. Donc moi, j'ai pris le choix, j'ai dit, ok, je peux revenir, avoir tout de service sur un plateau, où je reste là-bas et je me bats tout seul pour dire à la fin de la journée, j'ai fait ma route tout seul. Donc le choix revient toujours à tout un chacun de revenir. Mais comme je l'ai dit, j'aurais pu revenir, mais j'ai décidé de me battre parce que ça aurait été facile pour moi de revenir et de tout avoir facilement. Et si on doit vous suivre, quelles sont les conditions pour aller étudier? Quelles sont les opportunités, les facilités que vous offrez pour qu'on aille étudier là-bas? Comme je dis, nous sommes un établissement. On n'offre pas une facilité en tant que soi. On vient, on rencontre les parents, les étudiants, on leur parle de notre établissement, nos programmes. Une fois que l'étudiant a choisi un programme qui l'intéresse, nous lui expliquons les modalités d'inscription, les points qu'il doit obtenir. Une fois qu'il obtient ça, il doit maintenant passer par le volet administratif. Et ce volet-là, bien sûr, nous conseillons les familles, mais nous n'y intervenons pas. Parce que c'est l'aspect d'immigration. Chacun son travail. Moi, je ne suis pas là pour dire à un enfant, oui, je vais te donner. Non. Oui, là, c'est ce que je dis toujours aux étudiants. Être admis dans un établissement réputé, oui, ça demande beaucoup d'efforts, mais vous nous voyez. Mais le plus dur reste à venir. C'est le côté immigration. D'obtenir les papiers. D'obtenir les papiers. C'est là où ils doivent maintenant se forger de mental surtout et être prêts à faire face à beaucoup d'adversités. Vous ne les aidez pas du tout? Nous leur conseillons. Parce que moi, j'ai peut-être je vais passer mon examen pour être crié, donc conseil réglementaire en immigration pour étudiants. Mais on ne peut pas, comme je vous dis, les aider, c'est les conseiller. Mais les orienter. Merci beaucoup, M. Tanguy, les orienter. Mais on ne peut pas, parce que les aider, on va les aider à quel point? Financièrement, on va se mettre d'accord qu'on ne va pas les vendre du rêve. Les aider peut-être en leur expliquant, en leur conseillant. Peut-être important leur dossier, parce qu'on sait que vous êtes un établissement sérieux, installé là-bas avec beaucoup de rigueur et surtout des impacts, je dois dire, évidents sur la formation, le cursus des apprenants là-bas. Ça veut dire que l'administration canadienne vous connaît vos performances et donc peut faire foi à des jeunes que vous recrutez. Oui, bon, merci beaucoup. Vous venez quand même de me lancer sur un point important. Le Collège Élis, ça fait 4 ans que je suis au Collège Élis. Et en 4 ans, on n'a jamais accueilli moins de 250 étudiants. J'imagine. Donc, pour vous dire que oui, au niveau de l'immigration, peut-être qu'étant donné que nous sommes un établissement réputé et avec quand même une grande, je peux dire ça comment, sans vouloir non plus négliger les autres établissements. Donc, peut-être que oui, mais je ne dirais pas qu'on nous offre cette facilité, mais je peux dire qu'au nom du travail que nous abattons, bien sûr, avec mon directeur général, je pense qu'ils reconnaissent quand même la force de notre établissement à ce niveau. Alors, qu'est-ce que cela a de singulier d'étudier chez vous et quelles sont les formations que vous offrez? Merci beaucoup, M. Tanguy. Nous offrons des formations axées sur le domaine de la santé. Nous offrons des formations axées sur l'administration et sur l'humain. Si je peux le dire ainsi, les étudiants peuvent aussi retrouver nos programmes sur le site internet du collège. Je ne sais pas si j'ai le droit de le donner. Donc, Elis, ELLIS.qc.ca. Donc, dans la santé, vous retrouvez les soins infirmiers, l'inhalothérapie. Dans l'humain, vous retrouvez tout ce qui est technique juridique, éducation spécialisée. Et dans l'administration, vous retrouvez tout ce qui est technique d'administration, technique d'administration et de gestion. Donc, on offre quand même 17 programmes, mais comme je le répète toujours, axé beaucoup sur la pratique et pas la théorie. Et nous avons 4 campus, donc un campus basé à Longueuil, un campus basé à Montréal, à Drummondville, à Trois-Rivières. Donc, M. Tanguy, imaginez-vous un établissement qui a 4 campus. Ceci veut dire que notre renommée n'est plus à faire, si je peux le dire ainsi. Absolument. Mais alors, quelle est la spécificité et le budget qu'on peut avoir pour venir vers vous, à peu près?
À peu près. Bon, le budget qu'on peut avoir pour venir vers nous, si je vous prends par exemple, nous, nos frais de scolarité, comme je vous ai dit, c'est plusieurs domaines. Ça varie de 5 000 $ canadiens à 12 000 $ canadiens. Bon, vous imaginez bien, vous et moi, que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas une obligation. Nous ne venons pas ici pour obliger qui que ce soit. Oui, c'est quand même des opportunités qu'on présente pour que ceux qui en ont les moyens puissent s'engager pour y arriver. Est-ce que vous avez un système de suivi des jeunes qui s'inscrivent chez vous pour que, bon, le parent n'investisse pas comme ça, pour qu'à la fin on lui dise, bon, tu sais, ton enfant, il a viré sur le chemin de la drogue et de la cigarette, voilà. Vous posez une très bonne question. Comme je vous ai dit en entrée, moi je suis quand même un Africain et ça ça rien au monde ne me l'enlèvera. Oui, même pas votre peau, votre couleur de peau. Ma couleur de peau. Ce qui veut dire que les enfants, quand ils viennent, même les jeunes adultes, vous savez, moi, je peux vous donner un exemple. Quand un étudiant rentre dans mon bureau et qu'il porte une casquette, il a obligation de l'enlever avant d'entrer dans mon bureau. Quand un étudiant arrive dans mon bureau sans frapper la porte, il ressort, il toque et il rentre. Ça, c'est dans votre bureau. Est-ce qu'ils ont les mêmes égards avec les enseignants? Parce qu'on a des images qui nous proviennent de l'Europe, des États-Unis et autres, en tout cas des pays un peu plus développés, où parfois on a l'impression que l'apprenant, il est tellement fort, il est tellement fort, et plus fort même que son enseignant. Même pas au collège Élise. Ça, je tiens à vous le garantir et je vous inviterai peut-être un jour à venir visiter notre établissement. Avec un grand plaisir. Vous savez, moi, comment je peux l'aider? Les enseignants, moi par exemple, la direction générale parfois demande qu'on me laisse un peu respirer. Je dois être au courant de tout ce qui se passe. Il y a 656 étudiants internationaux dans nos 4 campus, je les connais tous par leur nom et leur prénom et leur visage. Pour vous dire que oui, je ne suis pas dans les salles de classe, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce n'est pas le directeur général qu'on va appeler, c'est M. Bagoula. Parce que comme ils disent toujours, il n'y a que M. Bagoula qui sait comment recadrer l'étudiant. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'aurais pu virer quand je suis allé au Canada. J'aurais pu me perdre. Mais l'éducation que j'ai reçue, comme on dit l'éducation à l'africaine, on a le choix. Je ne vais pas, soit vous décidez de l'abandonner quand vous arrivez là-bas et vous vous perdez, soit vous décidez de la suivre. Et si moi, je suis ici devant vous, c'est que je n'ai pas perdu ces valeurs-là. Je vous dis la vérité, M. Tanguy, parce que l'événement qu'on tient le 9 au Golden Tulip, je prends 10 minutes pour parler de ma vie avant de parler de mon établissement. Parce que le plus important, ma vie, je vous assure, si je passe le temps sur votre plateau, on peut passer des heures à en parler. Ça, c'est sûr. Donc, les étudiants qui viennent là-bas, juste pour finir rapidement, quand ils viennent et qu'ils essaient un peu de dévier, je ne suis peut-être pas dans les salles de classe, mais dès qu'ils entendent M. Bagoula, ils savent que ça ne va pas rigoler. Et les parents peuvent se rassurer par rapport à ça, parce que oui, on leur donne beaucoup de liberté quand ils arrivent là-bas. Mais comme je dis à mon directeur général, aussi longtemps que vous me gardez sur ce poste, on va fonctionner à ma méthode et à la méthode africaine, même si on est au Canada. Alors, comment on vous contacte? Pour me contacter, j'ai un numéro WhatsApp que je peux... Est-ce que je peux prendre pour vous allez-y, donner? lisez, il n'y a pas de souci. C'est un numéro du Bénin que j'ai pris partagé avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Eli Bagoula, vous êtes responsable au nouveau recrutement international du collège Elis Canada. Oui, vous avez le numéro? Oui, c'est le 48 08 69 88. Dès qu'on vous appelle, on a tous les détails pour savoir comment ça se passe. Pour savoir comment ça se passe pour le 9. Qu'est-ce qui fait de vous l'établissement le plus singulier de tous les autres? Parce qu'on sait qu'au Canada, il y a beaucoup qui offrent ces services. Vous avez raison. Et peut-être que ça va paraître comme du vantardisme, je ne veux pas que ça soit perçu ainsi. La singularité qui fait de nous différents de tous les établissements, je dirais peut-être que c'est parce que je suis à la tête... du bureau international. Donc, tout est organisé autour de votre personne? Non, tout est organisé autour de quelqu'un qui a une vision précise, parce que tous les établissements nous offront les mêmes programmes, nous offrons les mêmes services, nous offrons, je vais vous dire quoi, l'accueil à l'aéroport, des enseignants qualifiés, des laboratoires qualifiés. Oui, nous avons tout ça. Mais la singularité, c'est que l'aspect familial, je pense que l'aspect familial que nous offrons au niveau du collège Elis, je ne pense pas que c'est un aspect qui est offert dans d'autres établissements. Comme je dis, je ne suis pas là pour dénigrer les autres établissements. Quand vous dites que tout est centré autour de ma personne, non. Tout est centré autour de quelqu'un qui a dit, OK, nous sommes peut-être au Canada, mais n'oublions pas que nos étudiants viennent aussi du continent africain. Donc, on doit éduquer nos jeunes frères comme on nous l'a appris dans nos différents pays.
J'imagine que les gens vous dérangent déjà, hein, puisqu'on a entendu le numéro, ça commence à sonner déjà suffisamment. C'est dire que les gens s'intéressent un peu à tout ce qui entre dans le cadre de la formation de leurs enfants et ils sont très attachés à cela. Surtout la formation pratique. Comme je dis, si vous permettez, on tient un événement le 9 au Golden Tulip. Golden Tulip? Oui, le 9 de 14h à 20h. Et la personne qui sera là, bien sûr, ça sera moi. Donc, qui n'est crainte, c'est la même personne qu'ils vont rencontrer. Bien sûr, il y a une équipe qui me représente ici, mais il y a aussi une équipe qui est basée au niveau du Canada. Donc, ils pourront rentrer en contact avec moi, rentrer en contact avec l'équipe ici ou rentrer en contact avec l'équipe qui est au Canada. L'équipe qui est au Canada, le numéro c'est le +1. +1. 819. 819. 388. 388. 09. 09. 35. 35. D'accord, je répète, +1. 819. 388. 09. 35. Un mot pour finir. Oui, c'est la caméra qui est là. C'est là. Je peux la regarder. Allez-y, celle qui a un bouton rouge au-dessus de sa tête. J'ai combien de secondes? D'accord. Vous avez à peu près 30 secondes. 30 secondes. Oui. En fait, déjà, moi, je tiens à remercier M. Tanguy pour l'invitation qu'il m'a faite aujourd'hui. Je suis très honoré, en tant qu'un ancien étudiant du collège Père au Pied, venir vous parler de mon expérience de vie. Mais je répète une fois de plus à vous, chers parents qui me regardez, je sais que prendre la décision d'amener ses enfants au Canada n'est pas du tout évident, mais tout ce que moi je peux vous rassurer, vous garantir, c'est que on n'est pas là pour vous vendre du rêve, mais on est là pour vous guider à prendre les bonnes décisions. Et une fois de plus, pour aller au Canada, il faut être prêt. Et par rapport à ça, comme l'a dit M. Tanguy, ce n'est pas pour faire la fuite des cerveaux, parce qu'à la fin de la journée, il faut revenir pour faire avancer notre continent. Donc moi, je vous attends le 9 au Golden Tulip et il me fera plaisir de vous partager mon expérience de vie et de vous parler aussi de mon établissement. Merci, monsieur. Elie Bagoula, responsable au recrutement international au niveau du collège Ellis Canada. C'est un établissement installé, comme son nom l'indique, au Canada et qui a forme de jeunes. Vous étiez sur ce plateau pour parler des opportunités qu'il existe pour s'inscrire au niveau donc de votre établissement. Bonne journée à vous. Parfait, merci, monsieur Tanguy. Mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée au salon, pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation.
Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solutions pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. C'est le moment de suivre le commentaire de Franck Aono. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On parlait donc des réformes dans le secteur de la décentralisation. Vous dites ce matin qu'il y a encore des réglages à faire, Franck. Avec vous, on va évoquer donc cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation, comme je le disais. On dirait une série qui nous livre des moments de saison. C'est peut-être un peu abusé de parler de série parce que contrairement au début de cette réforme où on a assisté à beaucoup de remue-ménage dans les communes, eh bien le mercure semble baisser depuis un moment, mais toujours est-il que les problèmes ne sont pas terminés entre élus et cadres techniques déployés dans nos communes suite au tirage au sort effectué à l'orée de cette réforme voulue par le gouvernement. La preuve, le torchon a récemment brûlé encore entre le maire d'Adjon et la secrétaire exécutive à telle enseigne qu'il a fallu l'intervention de la préfète pour remettre les pendules à l'heure. Au-delà de tout ce qui peut être consigné dans les tests, les actes pris par les uns et les autres, il y avait un sérieux problème de collaboration et de cohabitation entre la SE et le maire qui s'est donné le droit de la licencier et procéder à son remplacement par un autre cadre de l'administration. Mais ce dernier n'a pas pu obtenir l'approbation de l'autorité de tutelle qui a non seulement refusé de cautionner le licenciement de Jérônime Sonayon Bokovu, mais aussi a trouvé en l'acte du maire le non-respect des dispositions des articles 144 et 145 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. La préfète a rabattu le caquet au maire en lui refusant la nomination d'un secrétaire exécutif par intérim au motif que ces articles précités du Code de l'administration territoriale sont violés et ce n'est que le énième cas d'actes pris contre les SE par des maires dans différentes communes sur l'ensemble du territoire national avec des raisons variées les unes que les autres. La preuve que la réforme censée apporter des réponses aux problèmes recensés dans le secteur de la décentralisation après plus de 2 décennies d'expérimentation, cette réforme a du mal à s'implémenter dans certaines communes. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi car même les précurseurs certainement auraient prévu et pensé ces goulots d'étranglement et les solutions pour les lever. Les couloirs tracés aux élus, à savoir maires, conseillers communaux et autres, ne plaît pas forcément. La séparation des pouvoirs politiques détenus par les maires de ceux administratifs détenus par les secrétaires exécutifs bouge forcément les lignes et dérange à coup sûr des intérêts, car administratifs et technocrates qu'ils sont, ils ne sont pas ils ont des cahiers de charges à remplir et sous tous les cieux, lorsque les intérêts des hommes sont menacés, il faut s'attendre à des grincements de dents. C'est le cas actuellement par endroit. À côté de tout ceci, il faut ajouter les relations interpersonnelles qui, depuis la nuit des temps, n'étaient pas chose facile à gérer. La réforme structurelle sur le secteur de la décentralisation a moins de 3 ans d'existence et donc on ne peut pas non plus s'alarmer. Il faut du temps pour procéder aux réglages nécessaires afin de parfaire ce chantier lancé par la rupture. Vous semblez nourrir assez d'espoir, en tout cas, Franck, quant aux chances de réussite de cette réforme. Mais lorsqu'on analyse un peu les problèmes qu'elle engendre, déjà, que faire pour mieux en tirer profit au lieu de passer notre temps justement à régler des difficultés entre maires et SE? Quelques questions me viennent à la suite de votre pertinente interrogation. Est-ce qu'avec les plus de 2 ans environ de mise en œuvre de la réforme, est-ce qu'on a fait des bons qualitatifs? Je dois dire oui, si on s'en tient aux quelques points faits par les autorités, les acteurs eux-mêmes. La mobilisation des ressources a connu un boom avec l'avènement des secrétaires exécutifs à la tête des communes.
Est-ce que les mauvaises pratiques décriées au niveau de la décentralisation sous l'ancien format ont disparu, les pratiques ont régressé, d'où d'ailleurs ces plaintes qu'on enregistre, le clientélisme, le non-respect des procédures, le népotisme entretenu par les élus à des fins politiques sont de plus en plus rares dans nos communes. La gestion opaque, clanique ou les mobiles alliés, vous vous en souvenez certainement, pour convoquer des votes de défiance, eh bien, n'ont plus droit de citer la gestion efficiente des fonds FADEC est notée. La réforme prend corps au niveau local avec le recrutement des secrétaires d'arrondissement, secrétaires administratifs d'arrondissement, qui sont des répondants des SE au niveau des arrondissements, des formations de plus en plus organisées au profit des cadres techniques qui entourent le maire et le SE pour les aider à régler les problèmes de développement. À tout cela, il faut également ajouter la présence de la cellule de suivi et de contrôle des communes, une cellule logée à la présidence qui joue un rôle d'assistance-conseil aux côtés de l'ensemble des communes, le but étant d'éviter les dérapages et éviter de trahir l'esprit de la réforme. Ça, c'est le point positif de la dite réforme. À côté de ce dont on peut se targuer aujourd'hui, il y a de réels problèmes dans cette nouvelle dynamique qui caractérise la gestion des affaires locales depuis 2022. Il s'agit entre autres de l'introduction, selon les acteurs, des contrôleurs financiers dans la chaîne de dépenses, ce qui fait que la consommation des crédits prend énormément du temps avec à la clé des impacts négatifs sur la réalisation des projets de développement. Parfois, les besoins sont pressants. La passation des marchés biens publics prend énormément du temps. Conséquence, nous assistons à des taux de réalisation très faibles en matière d'investissement. À titre d'exemple, dans une commune de la partie méridionale, on a dû reverser au budget national plus de 5 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023 avec au compteur zéro investissement. C'est assez préoccupant. Ce qui préoccupe davantage également dans cette commune où j'ai mené ma petite enquête, il m'a été confié que pour le compte de l'année 2024 finissante, eh bien, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Toujours en termes d'investissement à cette allure, le développement de nos communes risque d'être hypothéqué. Les réceptions d'écoles et autres infrastructures tardent et traînent sur le terrain. Autre insuffisance majeure, c'est le manque d'expérience des agents techniques déployés et tirés dans le fichier national constitué à cet effet. Ils ont le diplôme, mais sans expérience, ils apprennent sur le tas à accomplir les tâches pour lesquelles ils sont recrutés. C'est sans occulter la gestion avec méfiance instaurée par la réforme. Les nouveaux agents qui sont mutés dans les communes ne font pas forcément confiance aux élus qui, eux, maîtrisent les réalités de leur localité. C'est bien normal. Ils ne veulent pas commettre des impairs. Ils ne veulent pas, en tout cas, tomber dans les mailles de la justice et prendre des risques inutiles. Mais en même temps, ils sont limités parce que ces derniers qui doivent leur filer et leur prêter main forte font des rétentions d'informations. La réforme structurelle sur le secteur de la décentralisation est opportune. D'ici à quelques années, on pourra peut-être voir les fruits dans nos communes, mais il faut bien gérer les hommes, il faut régler les problèmes qui se posent déjà maintenant. Il faut surtout éviter de foncer tête baissée et d'écouter les acteurs à la base. Les maires doivent comprendre aussi que nous avons amorcé une marche irréversible, toute chose qui impose des sacrifices indéniables à tous les niveaux. Merci beaucoup à vous, Franck, pour le commentaire de ce matin qui va installer nos discussions. Les acteurs sont déjà bien installés. William, bonjour. Bonjour, Eric, Tanguy. bonjour. Tanguy. Rich, bonjour. Mesdames et messieurs, je vous propose, avant d'engager les discussions, de faire la transition. Alors, on est de retour
en tout cas pour décortiquer un peu le sujet proposé par le commentaire de Franck Arnaud ce matin, la galère de cohabitation entre les secrétaires exécutifs de les mairies, les communes du Bénin et justement les patrons de ces... Est-ce qu'ils sont encore patrons de l'administration? Les patrons de ces, en tout cas, équipes politiques à la tête de ces découpages territoriaux. On verra bien ce que ça donne. Depuis 2 ans, ça n'arrive pas à s'entendre, William. C'est quand même assez bizarre. Pourtant, je dois dire, on a eu le temps de comprendre les textes, de les accepter comme ils ont été proposés et surtout d'opter à les respecter pour que les choses avancent. Justement, parce que, dira un spécialiste, on a réformé l'administration et la gouvernance locale, mais on n'a pas réformé la décentralisation. Parce que l'esprit de la décentralisation, c'est de faire d'autres territoires, d'autres personnalités morales, comme l'État, qui sont de droit public à l'intérieur de l'État. C'est-à-dire qu'on soit gêné par son ego ou pas, en tant que président de la République, les maires sont des présidents territoriaux de ces territoires investis comme tels par les populations. En fait, aux États généraux de l'administration territoriale en 1993, quand on pensait la décentralisation après le système que nous avions connu, on a décidé d'utiliser les sous-préfectures comme les collectivités territoriales. Elles ont revêtu le statut de commune dans les perspectives qu'on faisait. Et ça, c'était un pas 1. C'était un degré numéro 1 qu'il fallait attendre parce que les départements allaient devenir plus tard un système de décentralisation, allaient connaître aussi le système de décentralisation et on passerait même à un niveau 3, c'est-à-dire des regroupements de départements pour en arriver à des régions, un peu comme les pays bien décentralisés, la France où vous avez des présidents de régions. Et ça, c'est une école de la démocratie. Ça fait place à la démocratie participative à l'intérieur. Vous n'analysez pas la réforme structurelle de la décentralisation avec le code de l'administration territoriale que nous avons aujourd'hui au Bénin sans les derniers événements politiques ou les événements qui ont précédé. Vous avez vu le code électoral et la loi interprétative du code électoral dans la désignation des maires. En fait, des partis politiques ont désigné des hommes pour gouverner des communes, des hommes que des communes, des administrés n'ont pas investis. Et au plus grand tard, sinon plus tard, on verra l'avènement de ce code. Quand vous liez tous ces événements, vous voyez que quelque part, les maires étaient un peu trop puissants et il fallait casser un peu leur ego. Et ça se lie entre les lignes des réformes administratives. Donc, on a administré autrement l'administration locale. On a recentralisé légèrement en créant une cellule à la présidence qui a ses appendices dans les communes parce que ces SE sont des répondants, non pas des populations. Ces SE ne sont pas investis par les populations, ils émanent du pouvoir central. On a des conseils de supervision qui font une petite scission encore dans le conseil communal dévolu comme tel pour gérer la cité par les populations et on a, je pense, qu'on a dépiécé un peu l'esprit de la décentralisation. Ce pas 1 qu'on a fait en 2003 avec l'avènement des premiers maires et des premières communes, on a encore marqué les pas, non seulement, mais on a fait du rétropédalage. Sinon, aujourd'hui, cette réforme dont vous parlez, déjà dans la substance, je trouve qu'elle a du fil à retordre. Oui, William parle de dépiècement, je dois dire, de l'administration, de la décentralisation. Mais justement, c'est parce qu'elle était suffisamment lourde et aux mains d'un seul individu qu'il fallait justement alléger la tâche et surtout, je dois dire, trouver d'autres acteurs pour aider à œuvrer à la bonne marche de la décentralisation au niveau donc des communes, Loïc. Évidemment, tel que vous l'avez expliqué, c'est un peu l'esprit qui sous-tendait justement les réformes qui ont été faites. Il faut d'abord, point de besoin de revenir sur l'historique fait par William là déjà, parce que là il a tout tracé. L'essentiel c'est de retenir qu'à un moment donné, effectivement, le maire qui est investi par les populations était devenu effectivement un peu trop fort, un peu trop puissant. Et quand un maire devient trop puissant, vous n'êtes pas de savoir que, étant humain, il est imbu de son ego. Mais est-ce qu'il était si puissant que ça? Oui, toujours. Il est assez puissant. Il était puissant. Il était puissant. Et
une fois puissant, il est un peu imbu de son ego et par conséquent, par endroits, on constatait parfois des tribalismes, parfois des distinctions, soit claniques, soit d'obédience politique et religieuse et autres, tout ça. On a vu ça par le passé et l'aspect le plus important, c'est qu'il y avait aussi également par endroits une gabegie financière qui s'installait. Donc, et l'autre aspect, le plus important dans tout ceci, c'est que le maire investit par les populations n'est toujours pas un spécialiste de l'administration. Il a beau être au parfum, maîtrisé. Oui, tous les tests existent. Mais pas sans savoir aussi qu'il y a beaucoup de maires qui n'arrivent même pas à articuler ne serait-ce qu'une phrase française. Donc ça veut dire qu'on peut lui interpréter les tests à leur manière, à la manière de celui qui interprète. Mais ça, c'est le premier choix de maire qu'on avait fait. Aujourd'hui, les maires, ils ont un niveau. Non, jusqu'à présent, il y a des maires dont on va parler. Donc le plus important déjà, il faut dire que le maire n'est pas toujours un spécialiste de l'administration, des procédures administratives. Du coup, les réformes ont voulu un tant soit peu corriger ce déficit parce que le maire est politique, amener quelqu'un qui puisse quand même organiser tout le dispositif administratif. Malheureusement, la réforme telle qu'elle est faite nous présente un monstre à deux têtes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un homme politiquement élu et quelqu'un qui a été positionné, qui représente l'administration centrale. Est-ce qu'il a été choisi au hasard? Il a été choisi. Il a été choisi au hasard. Il a été tiré au sort, mais il a été positionné là, c'est clair. Parce que son choix a pris une position, et il a pris position justement là. Donc on s'est retrouvé avec, au lieu d'avoir deux personnalités qui se complètent, pour que l'un qui porte la vision du peuple puisse être aidé par l'autre de côté façon administrative pour améliorer justement le développement à la base, on s'est retrouvé maintenant à deux personnalités antagonistes qui se font une guerre parce que l'un voulant coûte que coûte avoir son développement, parce que étant élu par le peuple et devant répondre de ses obligations et de ses promesses surtout, veut coûte que coûte amorcer un certain développement, et l'autre qui doit respecter l'orthodoxie administrative se dit non, ça ne peut pas se faire de cette manière, et par moment il y a souvent un clash entre le politique et l'administratif. À ce moment déjà, vous devez comprendre qu'il y a des intérêts, et le chroniqueur l'a dit d'ailleurs, il y a une guerre d'intérêts qui commence par s'installer. Quand cette guerre d'intérêts s'installe, vous devez comprendre qu'au sommet, si c'est deux personnalités qui devraient amener le développement, accompagner le développement, ou du moins impulser et soulever le développement de la commune, n'arrivent pas à s'entendre, ça pose un véritable problème déjà à la base. Et maintenant, nous avons eu beaucoup de cas. On a eu des cas de démission, on a eu des cas même de mort, nous en souvenons. C'est pour faire comprendre que la réforme en soi n'est pas mauvaise. Mais comme l'a dit William, au lieu de réformer le développement réellement à la base, surtout sur le plan politique, on a beaucoup plus regardé le côté administratif. Et c'est ça qui joue actuellement. Maintenant, il va falloir effectivement revoir, apprendre, parce qu'aucune loi n'est définie. La loi est toujours perfectible, on peut toujours l'améliorer. Il faut maintenant tenir compte des erreurs qui ont été faites, des gaps qui ont été enregistrés, et maintenant peaufiner cette loi, faire en sorte que le maire et le SE ne soient plus des personnalités antagonistes, mais des personnalités qui se complètent. Je me demande comment est-ce que ça va se faire dès lors qu'il y a des enjeux d'intérêt, etc., etc. Alors, on sait que la réforme souffre de beaucoup de choses, et les principales choses dont elle souffre aujourd'hui, c'est justement la cohabitation entre SE et maire. Surtout qu'on a remarqué que les rapports sont parfois violentes, parfois dramatique. Vous avez rappelé quelques décès récemment. Je veux bien me souvenir de ce qui s'est passé à Banter, même si on n'a pas encore toute la lumière sur ce qui s'est passé. Mais au-delà de ces effets qu'on peut voir de façon évidente, il y a des SE qui ont démissionné à la queue leu. On ne sait pas pourquoi est-ce que c'est parti. Finalement, mettait-on la réforme pour l'améliorer, ou est-ce qu'on l'abandonne, Eric? Je pense qu'il faut la maintenir. Parce que ça ne réussit toujours pas. Je pense qu'il faut la maintenir. Tanguy, nous venons de très loin en matière de gestion de nos communes. Je n'ai pas la même vision que William sur le fait que notre décentralisation soit dépiécée avec cette réforme. Quand vous voyez un peu la façon dont les communes étaient gérées, je suis sûr que la réforme est venue en mettant un accent sur ce qui se faisait et ce qu'on peut corriger. Parce que par le passé, les maires ne s'occupaient pas non plus de la commune en termes de décentralisation.
on mettait plutôt l'accent sur la gestion des ressources financières. Et quand on fait le point, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui venaient des maires, justement parce qu'on peut estimer que, étant des acteurs politiques, ils n'ont pas parfois une bonne maîtrise de la gestion des ressources et de comment il faut ordonner véritablement l'exécution des budgets et des marchés. Et je pense que ce que nous observons aujourd'hui, la réforme a introduit un acteur qui s'occupe exclusivement de cette question. On n'a pas fait une invention. Et on demande aux maires de faire ce qu'ils ont toujours fait, en fait, en tant que maire, en restant dans le rôle d'acteur politique, n'est-ce pas, à la tête de ces communes-là. Je pense que le problème que nous gérons aujourd'hui avec l'avènement de cette réforme, vous l'avez évoqué, c'est la cohabitation entre le maire et puis le SE. Et vous et moi savons que c'est des guerres d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un n'a plus la possibilité d'exécuter le budget. Ça pose un problème, on est véritablement d'accord là-dessus. Mais est-ce que ça permet à la commune aujourd'hui d'avoir des ressources propres pour pouvoir financer des projets, pour pouvoir exécuter des projets? Il faut que la relever. Oui, sur ce plan, nous avons évolué. Parce que par le passé, on prenait toujours le temps à mobiliser des ressources, n'est-ce pas? Au point où, au niveau des communes, on se plaignait toujours de n'avoir pas de ressources pour pouvoir exécuter des projets, pour pouvoir exécuter des actions. Mais aujourd'hui, je pense que sur ce plan, on a évolué. En termes de cohabitation, je pense que peut-être avec un peu plus d'années encore, on finira, ces différents acteurs finiront forcément pas s'entendre, parce que si vous êtes deux acteurs à la tête d'une commune, ou que les rôles sont véritablement partagés et que vous avez du mal à vous entendre, peut-être qu'avec le temps, n'est-ce pas, avec un meilleur sentiment, une meilleure appréciation de cette réforme, on finira pas s'entendre. Je ne voudrais pas qu'on boude la réforme parce que pour des questions d'intérêt, peut-être parfois d'ego, de supporter l'autre, de ne pas supporter l'autre, n'est-ce pas, qu'on trouve que cette réforme, elle n'est pas la bienvenue, ou on ne règle pas des problèmes. Parce que quand on a un problème, il faut forcément trouver une solution. Si on estime que la façon dont les communes sont gérées aujourd'hui avec cette réforme, elle ne nous permet pas d'avoir des résultats, je ne pense pas non plus que ce qui se faisait hier était la meilleure façon de gérer nos communes, même du point de vue décentralisation, comme l'a défini William. Et Franck? J'estime qu'à un moment donné, on a fait une pause pour évaluer ce que nous avons mis en pratique pendant plus de 2 décennies. Au bilan, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans la façon dont on mettait en œuvre la décentralisation. C'est vrai, William l'a dit, l'esprit que nous avons importé, il faut avoir le courage de le dire, que nous avons importé il y a plus de 2 décennies, que nous avons, disons, voulu pratiquer chez nous, nous avons oublié également d'associer nos réalités. Nos réalités, c'était que nous n'étions pas un pays développé. La décentralisation, telle que ça se fait peut-être ailleurs, c'est parce que des gens ont fini de régler des problèmes de subsistance, les infrastructures, il y en avait, et donc il fallait permettre à la communauté de participer à la gestion de la cité. Mais ici, nous avions encore, il y a 2 décennies, des problèmes que je viens de citer. Et donc, il fallait véritablement associer et mettre dans la balance toutes ces réalités, ce que nous n'avons pas fait. Mais on s'est rendu compte plus tard, après 2 décennies, qu'il fallait changer un peu de paradigme. C'est en ce moment que la réforme est intervenue. Mais lorsqu'elle est intervenue, tous les acteurs ont applaudi, pensant que, bon, les problèmes de l'odeur dans l'administration, les problèmes de, disons, de lenteur, et tout ça allait être réglé. Mais ces problèmes sont revenus au grand jour. Parce que, moi j'ai eu la chance de faire un peu l'administration, parfois le maire, il est pressé d'apporter des solutions à un problème que viennent peut-être de lui poser des populations d'un arrondissement, mais il se trouve confronté aux procédures administratives. Et donc, quand ça se pose comme ça, il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et le maire, sous lequel moi j'ai servi, il réunit ces cas techniques, il dit, il faut le faire. Mais le DAF, lui, dit, mais si on ne respecte pas la procédure, je ne peux pas signer un seul papier pour se protéger. Donc, je pense que la réforme devrait également régler ce problème-là. Parce que si nous avons mis de côté la politique pour dire, écoutez, désormais, nous voulons faire les choses autrement, il va falloir que du côté technique également, qu'on trouve le mécanisme
pour accélérer les procédures, parce que c'est ce qui agace le plus les maires aujourd'hui. Le cas technique qui est déployé vous dit, je ne veux prendre aucun risque, nous suivons la procédure jusqu'au bout. Ce qui fait que la commune dont j'ai parlé dans ma chronique, au cours de toute une année, on n'a pas eu le temps de faire véritablement des investissements. Et lorsque vous ne le faites pas, vous reversez les recettes que vous avez mobilisées avec les frais de la commune, vous reversez ça à l'État. Et donc, il est impossible de croire aujourd'hui que, parce qu'on a parlé de décentralisation, l'État n'a plus rien à y avoir. Il ne faut pas se leurrer, pas toujours le droit de réguler ce qui se passe à la base, parce que, justement, toute l'administration, son fonctionnement dépend de l'État central. C'est pour dire que on ne peut pas reculer. C'est vrai, la réforme doit continuer, mais il faut écouter les acteurs. Il faut voir avec les maires ce qui ne va pas. Il faut faire, c'est vrai, après 2 ans, on me dira que c'est un peu tôt, mais la force avec laquelle cette réforme a démarré, on peut toujours déjà échanger pour que les dans des problèmes qui seront ingérables plus tard. On peut commencer déjà à faire un petit point à notre niveau. À part, et là j'adresse ma question à Eric, à part la question de remobilisation des ressources qui a quand même amélioré, je dois dire, le niveau de mobilisation interne des ressources au niveau des communes. À part ça, quel autre avantage en fait cette réforme a apporté dans le fond? Je pense qu'aujourd'hui, on a une meilleure lecture du fonctionnement de nos communes, parce que les rôles sont vraiment partagés. Ce n'est plus confus comme par le passé où tout se reposait sur la tête d'une seule personne. Aujourd'hui, tout est tracé. Et je pense que nous avons 77 communes. Et si on fait le point aujourd'hui, au niveau, on a des problèmes de démission, d'achoppement, de cohabitation entre maires et puis est-ce que ça ne l'emporte pas sur la majorité de toutes les communes que nous avons? Et donc, il y a peut-être quelques exceptions encore, pour dire que la réforme dans sa majorité a quand même impacté le plus grand nombre de communes que nous avons. Et donc, je pense que sur ce plan, il nous faut continuer à observer sa mise en œuvre pour espérer encore de meilleurs résultats demain. Toujours est-il qu'en matière de gestion humaine, Tanguy, on est d'accord, c'est des problèmes d'humeur, d'ego, de chaque responsable, de chaque personne. Non, moi j'ai envie d'aller plus vite. Non, monsieur, calmez-vous. Ça va créer toujours des tensions. Mais si nous mettons d'accord que c'est toujours pour le bénéfice de nos communes et de nos concitoyens, je pense que nous partons tous du même pied. Et donc je pense qu'au niveau de l'administration aujourd'hui, il y a une parfaite visibilité. Pour moi, on ne se pose plus la question, est-ce que il faut attendre le maire? Non, nous savons qu'il y a une responsable administrative qui s'occupe. Mais aujourd'hui, on n'a pas le SE aussi, hein. C'est le SE qui est... des questions de procédure qui ont toujours existé. Des questions de procédure qui ont toujours existé. William, est-ce qu'on a... Quelles sont les choses positives qu'on a notées quand même? On a dénaturé la décentralisation. C'est positif ça? Si vous trouvez que c'est un élément... Oui, mais puisque ma question elle est bien claire. C'est quoi le positif qu'on a eu avec cette réforme? Oui. Il y a un rapport de l'ANCB, une étude de l'ANCB qui date d'un peu avant la réforme, qui dit qu'à 90%, les communes n'ont pas de cadre compétent. C'est une évidence. Patrice Talon lui-même, dans les actions qu'il a faites au profit de la gouvernance territoriale, l'une des actions à saluer et à reconnaître, c'est le réel transfert de compétences. Parce que, vous savez pourquoi je ne serais pas d'accord avec certains analystes sur le plateau? C'est parce que la décentralisation requiert le transfert de compétences au sol. Pour balayer une rue, on n'a pas besoin de recourir à la recentralisation ou à la concentration de l'administration. C'est pour cela que les communes doivent elles-mêmes avoir leurs compétences propres. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez que dans le pays, il y a des communes presque qui n'existent plus, à part des dons de leur maire en tant que président d'association à des gens partout dans le Bénin. Sinon, on ne voit même plus ces communes. Elles n'existent plus pour des gens comme moi qui sont natifs et qui sont dans cette ville depuis des années. En fait, il y a une chose. Talon a fait les 12 préfectures. Il a fait nommer des secrétaires généraux, des préfets. Il y a des cellules d'assistance conseil, des juristes. Il y a eu 108 recrutements dans les préfectures. Là, apporté ça. Avant même le texte. Il y a eu 108 recrutements dans les préfectures sur le temps de la gouvernance de Patrice Talon. Ça voudra dire qu'on sent qu'à la base, on avait vraiment besoin d'appui. Et cela, au niveau des concentrés, devrait répercuter au niveau de la base, c'est-à-dire les maires eux-mêmes étaient demandeurs de ce qu'il faut un peu plus de techniciens. Il faut des planificateurs, il faut des programmateurs, il faut des financiers spécialistes, il faut des spécialistes de politique publique
territoriale. Parce que penser l'État au niveau central, ce n'est pas penser l'État dans les communes. Mais est-ce que, après avoir posé ce bon diagnostic, on n'est pas devenu médecin en y mettant la pile de thérapie qui soit? Parce que, regardez, on a mis près de 500 agents au profit des communes. Mais pour transformer les communes, parce que les communes ont vocation à donner de l'argent à l'État central, à faire mobiliser de l'argent. Vous savez, ce n'est pas du temps talent que ça gêne l'ego avec les maires. Vous vous souvenez du temps des révocations? Vous vous souvenez du temps de ce que quand un maire n'est pas en odeur de sainteté, les maires faisaient la mouvance parce qu'on dit... Il n'y avait qu'une seule révocation, les destitutions peut-être. Les destitutions, justement, c'est ça je voulais parler. Les maires étaient de fait mouvanciers parce que votre commune ne profitera de rien si vous êtes une commune de l'opposition. Et il y a les régions du Bénin qui étaient réputées comme étant des bastions des opposants et on n'y faisait presque rien. Cela ne date pas de Patrice Talon. Il y a longtemps que le gouvernement central est gêné par les autres petits rois qu'il y a sous lui. Mais est-ce que c'était la meilleure thérapie pour gérer? Parce que, vous savez, on a 4 démissions, 2 limogeages, 3 révocations, 1 décès, et on ajoute peut-être le cas d'Adjo qui est très récent. Par rapport à 77, vous parlez des SE. Je parle des SE. Moi, je parlais des maires. Oui, non, j'ai évolué dans l'analyse entre-temps. Je fais la balance par rapport à 77. Il y a un grand écart. Le malaise, on me dira qu'il n'est pas évident partout. On ne l'a pas vu partout. Maintenant, et les communes dans lesquelles c'est couvé, on ne sait pas ce qu'il en est. Je finis rapidement mon analyse sur ce plan pour dire, en fait, si mobiliser de l'argent sans pouvoir construire une seule salle, je ne sais pas combien de salles communales ont été inaugurées depuis la réforme structurelle de la décentralisation, je ne sais pas combien de marchés. Le FADEC de 2016 à aujourd'hui a quitté 22,3 milliards avant Talon, est passé à 50 milliards. Est-ce que pour ce montant doublé, on voit des communes plus renforcées, qui construisent beaucoup plus de marchés? Vous voyez des communes qui applaudissent, qui s'alignent sur les marchés modernes que le pouvoir central construit. Combien ont-elles construit ces communes en termes de marché? Je me pose des questions. Les infrastructures scolaires, vous voyez, les infrastructures sociales de base, alors que c'est ça la fonction de la commune. C'est pour ça qu'on élit au niveau territorial. Et quand vous parlez de budget, moi je souris. Vous allez finir. Oui, et c'est là justement que je finis. Quand vous parlez de budget, je souris. Le président de la République n'est pas un financier, mais l'ordonnateur du budget national, c'est le ministre des Finances qui l'a nommé. Là où on a péché dans cette réforme, c'est de penser que le maire qui a eu l'assentiment des populations, à qui on a donné plein pouvoir, n'avait pas la jugeote pour choisir les techniciens qu'il faut pour régler les problèmes de la commune. Et il faut plutôt, depuis la présidence, faire parachuter les cadres très ignorant les réalités des communes pour venir développer les communes. 2 ans après, on est au statu quo. Je crains que même 1000 ans après, on ne puisse pas faire de réel pas. Ma question, je vais la poser, même si lui, il a fait son développement en oubliant ma question. En dehors justement de ces budgets qui ont bondi dans les communes avec l'avènement des SE, qu'est-ce que la réforme a apporté d'autres qui soient positifs? Apporter d'autres qui soient positifs, c'est déjà de commencer par assainir la manière de fonctionner. Parce que j'avais dit dans ma toute première intervention qu'entre-temps, il y avait une sorte de gabegie financière. Aujourd'hui, avec les SE, vous constatez que, et les cadres administratifs qui ont été envoyés dans les communes, vous constatez qu'aujourd'hui, sorti 1 centime doit être justifié. Chaque fois que vous faites des dépenses, vous devez toujours ordonner, budgétiser, justifier. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus j'ai envie d'aider telle commune, je le fais juste, et puis bon, je n'ai de droit, je n'ai de compte à rendre à qui que ce soit. Aujourd'hui, on sent que le denier public est utilisé à bon escient. Ceci étant dit, je reviens sur le dernier développement de William qui explique tout le malaise qu'il y a actuellement. Le véritable malaise, c'est quoi? Nous avons un maire qui est d'abord très jaloux de ses prérogatives anciennes qui lui ont été retirées. Donc il y a déjà ça, parce que là nous parlons beaucoup plus d'ego qui joue justement dans la balance et qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que dès qu'on perd cet aspect de vue, on perd toute l'analyse. Le deuxième aspect, c'est que vous avez un SE. C'est vrai que la vision, elle a une vision, la réforme a une vision nationaliste. Mais il faut faire attention à un petit détail. Vous pouvez prendre, moi par exemple, vous prenez quelqu'un qui est de Lalo par exemple, qui a été
tiré au sort pour ma commune qui est à Kouandé. Il vient à Kouandé, il ne maîtrise aucune réalité de Kouandé. C'est vrai que c'est un administrateur bontain. Il fera ce qu'il faut pour l'administration. Le maire de Kouandé a sa ligne parce que lui, il vit à Kouandé, il a vécu à Kouandé, il connaît les réalités de Kouandé, il sait de quoi Kouandé a besoin. À partir de cet instant, il a lui, sa politique pour pouvoir développer Kouandé. Mais oui, mais par exemple, laissez-moi terminer. Il porte le sujet au niveau du conseil communal. Je suis le conseil communal tranche, et en fonction de ce que le conseil communal a tranché, le SE s'aligne. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord à ce que vous dites. Laissez-moi terminer. Il a sa vision, il vient avec sa vision, et voilà. C'est accepté a priori. Mais la procédure en elle-même commence par biaiser. Pourquoi? Il y a un temps pour pouvoir faire ces réalisations-là. Le SE, étant administrateur bontain, estime que à un moment donné, il faut faire les choses dans les règles de l'art, et j'en conviens. Mais quand, à un moment donné, le SE, qui, a priori, ne doit rien à Kouandé, je le précise, ne doit absolument rien à Kouandé, et s'il n'a pas la bonne foi, je dis bien s'il n'a pas la bonne foi pour faire ce qu'il faut, et que déjà il y avait des guéguerres parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des guéguerres oui, ce sont celles-ci qui ont amené une dame qui ont réalisé un dessin. Ce sont celles-ci qui ont créé justement le si vous n'en trouvez pas, si vous n'en trouvez pas, à partir de cet aspect, on se dit qu'il faut que déjà le SE, au-delà de l'administrateur bontain qu'il est, qu'il soit aussi de très bonne foi vis-à-vis de cette commune-là. Et l'autre aspect, quand vous regardez le nombre de PRMP qui sont allés devant la criette ces derniers temps, tout le monde se dit attention, je ne veux pas prendre de risque, attention, je ne peux pas faire ci, attention, je ne peux pas faire cela. C'est vrai qu'il y a une norme. Récemment, lorsque la NCB a fait sa réunion sur la consommation des budgets, la consommation des crédits, ils se sont rendus compte que des crédits sont là, on ne touche pas. Alors que le peuple a fait, le peuple a soif, le peuple a des problèmes, a des besoins sanitaires, a des besoins de base. Mais le fonds est là, on ne le touche pas, on ne le vide pas, alors que comment est-ce que maintenant, le maire finalement, pourquoi le maire se retrouve en difficulté? Parce qu'il a été élu, il a fait des promesses au peuple. Il se dit, je suis élu, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais voilà que la vision est impulsée. Le projet est accepté. Mais dans la procédure, on prend un temps, sinon simplement une éternité. Il faut justement revoir le travail à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que quand j'ai parlé de vision nationaliste, est-ce qu'il faut choisir le SE dans les départements ou dans les communes? La question se pose là. Parce qu'il faut aussi que la bonne foi du SE soit reconnue. Alors, s'il n'y a pas de positif, dites qu'il n'y a pas de positif. Et je vous demanderai après, bon, quelles sont les choses négatives à corriger. Et là, on va faire évoluer. Oui, justement, parce que vous parlez du positif, arrêtez vos politiques parce que après, on va parler du négatif. En même temps qu'on dit ce qui est bon, il faut dire aussi ce qui ne va pas. Oui, et puis me permettre du coup pas alors de prendre le contrôle du débat. Oui. Le mec qui est né à Kouandé, qui connaît Kouandé, qui maîtrise Kouandé, a fait de Kouandé avant l'arrivée de cette réforme. C'est la question qu'on devrait se poser. Voyons cette réforme de deux choses l'une. Est-ce que la façon dont nos communes étaient gérées, c'était aussi ça la décentralisation? Face au problème, il fallait trouver une solution, ou il fallait peut-être croiser les bras. J'en conviens qu'on n'a pas encore toutes les réponses, ou la réforme n'a pas encore apporté toutes les réponses à cette question, notamment en termes de procédure. Mais est-ce que ça nous permet d'avancer un peu? Moi, j'ai ce sentiment, honnêtement. Parce que ça n'est pas non plus la décentralisation où un mec qui est élu est seulement intéressé par des marchés publics. Seulement. Oui, les SE actuellement aussi sont intéressés par le marché public. Quand vous voyez combien ils sont passés devant les commissions, combien ils ont répondu, c'est ça aussi qui résiste, c'est ça on soupçonne des détournements. Mais c'est ça aussi la réforme qui est dure. Ou quand dans sa mise en œuvre, on tombe sur des acteurs, n'est-ce pas, qui ne respectent pas les règles de procédure en matière de finances, ils sont sanctionnés. Et moi, je ne voudrais même pas comptabiliser les démissions parce que vous pouvez être on peut vous confier une responsabilité, vous êtes libre de rester ou de partir. C'est un choix. On démissionne dans bien d'autres secteurs. Donc, c'est pas parce que les SE démissionnent qu'on va en faire un problème pour, comment on dit... ça peut être la manifestation de la peur de démissionner, il y a déjà un problème. Mais écoutez, c'est une responsabilité, n'est-ce pas? On est libre de démissionner ou de rester.
Après, il faut aller voir les raisons pour lesquelles la personne a démissionné, peut-être par convenance personnelle ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'est pas une obligation pour la personne d'être à la charge de cette mission si elle estime qu'à un moment donné, je ne suis plus en mesure de jouer ce rôle. Et ça laisse place à d'autres personnes. La preuve est que quand on démissionne, on trouve toujours quelqu'un. Franck? Oui. Moi, je pense que... Des choses positives. L'administration communale est de plus en plus en train d'être dépolitisée. Parce que par le passé, quelle sorte d'administration avions-nous? Nous avons une administration où le premier adjoint au maire veut quitter, il tient par la main son fils qui a fait l'université d'Abomey-Calavi, qui attend à la maison. On lui trouve un stage, il fait le stage, on met la pression sur le maire et on lui trouve un poste. Si vous allez dans les administrations, avant la réforme, c'est ce à quoi, c'est le schéma qui se présentait. Du coup, le problème qui se pose aujourd'hui... il fallait être donc premier agent au maire. Non, c'est un exemple que j'ai pris. Le maire, le chef de le chef d'arrondissement, le conseil communal qui doit poser sa signature ou bien qui doit lever son petit doigt pour voter le budget, pour vous dire, j'ai une cousine à la maison, sa maman me dérange depuis, il faut lui trouver un poste quelque part, même sinon si je ne vote pas. Sinon je ne vote pas. Et c'est comme ça qu'on a des problèmes de compétences. En quoi est-ce que, dans le fond, la réforme a répondu à ce problème-là? Ses enfants... le SE, qu'est-ce qu'il fait pour ce problème? Ces nièces n'avaient pas le profil. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons le profil, mais l'expérience, c'est ça qui manque et c'est ça qui est décrié par les maires aujourd'hui. Mais ça va venir, l'expérience viendra avec le temps. Personne n'est né avec. Et puis, un agent qui est recruté, c'est partout besoin sera. L'agent qui a été recruté, William a dit que ce sont des agents qui ont été parachutés de la présidence. Donc, nous avons vu un peu la procédure. Ce sont, je pense que c'est pas exactement cela. On a fait des appels. On a fait des appels, les gens se sont inscrits. On a dit bac plus 3 pour certains, bac plus... C'est qui leur interlocuteur, leur responsable hiérarchique? Les cellules de supervision. Oui. Non, la cellule de supervision. Il y a la cellule suivie à la présidence. Oui, dans la vraie décentralisation, il y a un responsable d'une commune n'appelle pas la présidence de la République pour régler un problème dans une commune. Dans une vraie décentralisation, quand un responsable dans une commune a une difficulté, il n'appelle pas la présidence de la République. Là, je continue de dire qu'on a dénaturé la décentralisation. Maintenant, parce que c'est juste une cellule installée de façon transitoire pour veiller à la bonne application de la réforme qu'on a initiée. Là, c'est la télécommande de la vraie réforme. Est-ce que je posais la question aux acteurs de la décentralisation? Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec William. Lorsque, par exemple, vous voulez loger la cellule où? Pour qu'elle soit en paix, pour travailler avec toute la pression. Oui, mais le ministère de la décentralisation sert à quoi? Non, le ministère de la décentralisation. Oui, ça sert à quoi? Il y a une direction de la décentralisation, non, il y a une direction qui se charge des communes. On a une association nationale des communes du Bénin, on peut les loger là-bas. Pourquoi est-ce que c'est à la présidence? Parce que quand un coup de fil quitte la présidence, entre nous, soyons honnêtes, quand un coup de fil quitte la présidence, qui que vous soyez dans la République, il y a forcément cette impression, cette pression que ça vous met. Et ce n'est pas évident que dès lors que le coup de fil a quitté directement la présidence pour la commune, que tout ce qui se fera juste après se fasse dans les règles de l'art et exactement comme il le faut. Même au niveau du ministère, moi je peux vous le dire. Mais c'est moins pressant que ça vient de la présidence. Vous qui le dites, moi je peux trouver que c'est plus pressant également parce qu'on dit, ah c'est le ministre. À moins que vous ne considérez pas le ministre de la République. Et à la NCD alors? Moi je pense que c'est pour permettre à la cellule d'être plus efficace, de se débarrasser de tout ce qui est écoutez politique, pour être technique. Et quand moi j'ai eu la chance d'échanger une ou deux fois avec le coordonnateur de cette cellule-là, le travail qui est fait est purement technique. Et lorsque vous voyez de nouvelles normes qui s'introduisent dans la gestion d'une commune, par exemple, et que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas des interlocuteurs à qui vous adresser lorsque vous êtes bloqué dans les procédures, je pense qu'il faut s'adresser forcément à quelqu'un. Et je pense, à mon avis, que c'est la solution qui est trouvée pour le moment. Ça peut être amélioré. Et donc, c'est un point positif, la dépolitisation. L'autre point positif que je trouve, ce sont des cadres de conception qu'on a mis aujourd'hui à la disposition des communes. Ces cadres-là... Les SE, là? En dehors des SE, il y a d'autres cadres techniques qui ont été tirés au sort, qui ont été mis à la disposition. Et il y a également le fait qu'aujourd'hui, le maire ne peut plus, parce que c'est le premier arrondissement ou le 3e arrondissement de Cotonou qui a plus voté pour lui, qu'il dirige toutes les infrastructures d'abord dans cet arrondissement. Il en réalise combien?
Non. Il en réalise. On parle des points positifs. On parle des points positifs. En dehors du fait qu'on n'a pas pu, à cause des procédures, consommer le crédit doit retourner dans les caisses de l'État. Doit retourner dans les caisses de l'État. Comment on a un mot rapidement. Non. On m'a fait une question et je suis le seul à bien répondre. Oui, absolument. Mais ça fait à peu près 6 minutes que... Moi, je voudrais dire, s'il y a du positif dans quelque chose que l'on fait, c'est sur la durée que l'on peut l'observer. On ne peut pas... Non, on ne peut pas, par exemple... Qui n'a pas 2 ans ne peut pas montrer une petite lueur de positivité. Regardez, on dit... Il a signé que les communes ont des cadres de conception. Vous me dites que les communes ont des cadres de conception. Je reconnais qu'il y avait eu un berry de cadres de conception dans les communes. Il n'en avait presque pas. Maintenant que les cadres de conception existent, les communes elles-mêmes ne peuvent plus presque rien concevoir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la conception... Concevoir ou décider? Concevoir. Je parle de la conception. Je parle de la conception et même de la décision. Regardez les chaînes qui lient les élus. Vous savez, on n'élit pas des malades mentaux. J'espère que vous allez m'accorder mes minutes. On n'élit pas des malades mentaux dans une commune. On élit des gens qui sont capables, même s'ils ne sont pas des techniciens. Qu'est-ce qu'on fait face à cette difficulté-là? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la réforme. J'avais pas fini l'autre fois. Dis donc, vous voulez tout finir. Bon, vous allez envoyer votre rapport au ministre de la décentralisation ou à la cellule. Ou à la cellule de la présidence. Vous l'avez dit, bon, voilà. Il faut continuer. C'est important de tout. Moi, je pense, pourquoi on donne des mandats aux élus? Pourquoi on donne des mandats à des gens pour réaliser leur ambition? Si nous prenons le président de la République, il a un mandat de 5 ans. En 1 an, il peut réaliser quelque chose. En 2 ans, il peut réaliser en 3 ans, juste à 5 ans. Au niveau des communes, on ne peut pas me dire qu'en 2 ans... Pas le passé oui, la réforme. On ne peut pas me dire qu'en 2 ans, on aura des points positif d'une réforme qu'on n'a jamais implémentée en plus de 20 ans. Pourtant, vous en avez identifié. Oui, j'ai identifié. En 2 ans en plus. On trouve que c'est insuffisant. Oui, justement, on trouve que c'est insuffisant. Avant cette réforme, nous avons expérimenté plusieurs années de décentralisation. Ce dont on devrait s'offusquer, c'est ça. La question que William pose, quand les maires avaient la charge des communes avec budget et tout, combien de marchés ils construisaient? Combien d'écoles ils construisaient à cette époque? Combien on a construit toutes ces années? Non, on a 2 ans de réforme. Faisons sur la vie. Je vois beaucoup de gens. Je le vois s'offusquer sur l'absence peut-être pour lui de bilan à 2 ans d'une réforme. Et moi, ça me fait plus mal d'avoir vu des maires 10 ans, 15 ans, et toujours au niveau de ces communes. C'est-à-dire que la même route que tu empruntes, même pour baliser même les terres rouges là, c'est hyper compliqué, marché compliqué, commune compliqué, quand ils avaient le monopole de ces communes. Et ça ne fait rien à personne, ça ne pose aucun problème. Et à 2 ans d'une réforme, on s'offusque de ce que nous avons je n'ai jamais dit ça. Quand on dit qu'on améliore, on n'a plus pour référence ou référentiel le médiocre. Et de ce point de vue, permettez-moi d'ajouter une chose. Quand vous trouvez qu'en 2 ans, on ne peut pas faire un bilan, pour moi, quand le médecin pose un diagnostic, les premiers signes, quand quelqu'un est malade d'un paludisme et que vous commencez par le guérir, mais qu'on découvre encore que non seulement le palud n'est pas encore parti, mais qu'en réalité, il y a une autre pathologie qui s'ajoute, c'est que votre diagnostic soit est mal posé, et je ne pense pas que ce soit le cas pour le secteur de la décentralisation, ou soit la pilule que vous avez parlé, les comprimés des communes que vous donnez ne sont pas... Merci beaucoup d'être passé par ici ce matin. Merci d'être resté à notre compagnie. Vous allez suivre juste après moi le point de l'actualité, c'est 7 jours au Bénin, avec la réalisation d'Idriss Boukari. Juste après la revue de presse, moi je souhaite de passer une très bonne journée. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée.
L'affaire tentative de coup d'État au Bénin continue d'être condamnée par les acteurs politiques avant même le procès des présumés commanditaires dans la 20e circonscription électorale qui regroupe les communes d'Akpro, Miserete, Dangbo, Adjon, Bonou et Avrankou. Les militants du parti Bloc républicain ont fait une sortie médiatique le mercredi 2 octobre 2024. Il était question d'exprimer leur opposition à toute tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. L'acte est contre les valeurs fondamentales qui unissent la nation béninoise selon les républicains. Sous l'égide du député Mathias Kouanou, ils ont condamné l'entreprise de déstabilisation du Bénin et ont réaffirmé leur soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon. La déclaration a été rendue publique mercredi à la Maison des Jeunes d'Akpro, Miserete. Nous saluons également la bravoure et la stratégie de nos forces de défense et de sécurité qui ont pu déjouer avec professionnalisme cette tentative de coup d'État pour protéger la République. De son côté, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé le jeudi 3 octobre 2024 au lancement officiel des 3e journées scientifiques des sciences de la santé. C'est une initiative de la FSS, Faculté des sciences de la santé, dont les travaux se sont déroulés du 1er au 5 octobre 2024 au Champ de Foire de Cotonou. Thème de cette journée scientifique, la FSS face aux défis sanitaires contemporains. Plusieurs activités ont été exécutées au cours de ce rendez-vous scientifique. La santé est un pilier fondamental du bien-être social et du développement durable. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a rencontré le mardi 1er octobre 2024 les jeunes femmes bénéficiaires de la première phase du programme d'appui à l'égalité de genre des zones sud et centre du Bénin. L'objectif de cette séance est d'échanger avec ces bénéficiaires qui proviennent des différents partis politiques de l'opposition et de la mouvance, du déroulement de la formation et des principaux acquis tirés de ce programme mis en place par le gouvernement. La rencontre s'est déroulée dans la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou en présence de la représentante de la chef de la coopération suisse et de la chef d'équipe de l'unité de gestion du programme d'appui à l'égalité de genre. La 5e édition du mois du consommeur local a été officiellement lancée le mercredi 2 octobre 2024. Cérémonie de lancement présidée par la ministre de l'Industrie et du Commerce. L'objectif est de faire la promotion des produits et articles béninois. Thème retenu pour cette année, consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. C'est l'esplanade de l'Amazone qui a accueilli cette année l'événement qui a mobilisé producteurs, transformateurs et artisans. Les élèves du collège d'enseignement général de Veki dans la commune de Soava peuvent désormais apprendre dans de bonnes conditions. Ils ont bénéficié d'un module de 3 salles de classe que leur a offert la Fondation MTN. L'infrastructure scolaire a été inaugurée le jeudi 3 octobre 2024 en présence de André Todje, maire de la commune de Soava et son conseil communal. Notre mission est de leur fournir les outils et des opportunités nécessaires pour atteindre cet objectif. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous
de cette première revue de presse de la semaine. Annoncée depuis plusieurs semaines, l'exposition itinérante Révélation Art contemporain du Bénin, désormais lancée. Et c'est la Conciergerie de Paris, au lieu de l'histoire française, qui accueille du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 les chefs-d'œuvre des artistes béninois. L'inauguration de l'exposition est effectuée par les chefs d'État béninois et français, Patrice Talon et Emmanuel Macron, jeudi 3 octobre 2024. Fraternité, qui rapporte l'information, précise qu'au cœur de cet événement d'envergure, il y a une quarantaine d'artistes et une centaine d'œuvres. Si en mettant en titre Talon et Macron font les premiers pas, Bénin Intelligence semble relever l'importance de la présence des deux dirigeants à la cérémonie d'inauguration. Le potentiel préfère relever la qualité des objets d'art exposés en annonçant, entre tradition et modernité, le génie béninois mis en lumière. La promotion de l'art béninois et la francophonie, ce sont bien les deux motifs du déplacement de Patrice Talon sur la capitale française. En effet, après l'inauguration de l'exposition itinérante Révélation Art contemporain du Bénin, le chef de l'État a marqué sa présence à la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie tenue vendredi 4 octobre à Villiers-Cotterêts, au nord de Paris, nous apprend Soleil Bénin Info. Le quotidien met en exergue la remarquable participation de Patrice Talon et indique que les travaux de ce sommet ont porté sur la plus-value de l'Organisation internationale de la francophonie dans la gestion des crises touchant l'espace francophone. Représenté à Paris, le Bénin l'est également à N'Djamena. Et cette fois-ci, il s'agit d'une délégation de 5 députés coiffée par le professeur Maouyon Kapo, qui représente Cotonou à la 82e session du comité exécutif et la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. Livrée par les 4 vérités, l'information est relayée par plusieurs canaux sortis ce matin, dont Nord-Sud Quotidien qui annonce que le procès du frère Rouvi s'ouvre ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le journal rappelle les chefs d'accusation retenus contre l'activiste béninois que sont le harcèlement par voie électronique, la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et l'incitation à la rébellion. Sur cette actualité, Dynamisme Info Expert, un examen impartial du dossier. À l'université d'Abomey-Calavi, les soutenances de mémoire à la faculté des lettres, langue, arts et communication sont désormais supprimées, rapporte le matinal. Le quotidien précise qu'il s'agit d'une décision du doyen de la faculté rendue publique à travers un communiqué vendredi 4 octobre 2024. Et de son côté, le pays émergent nous apprend que le torchon brûle entre Freddy Koudawa, directeur général par intérim de la Société de radio et télévision du Bénin, et son personnel. Et pour cause, le patron de la SRTB a gelé les dotations en carburant des travailleurs. Cette bisbille est confirmée par le potentiel qui ajoute qu'aucun acte officiel n'est édicté pour saquer ce droit du personnel de la maison mère des médias. Mesdames et messieurs, après un parcours digne d'une épopée, le Bénin termine vice-champion au mondial de Maracana à Abidjan 2024. Les guépards maracaniers ont échoué en finale hier face aux éléphants de la Côte d'Ivoire sur le score de 3-0 dans une finale difficile. Informe Fraternité. Carnet noir pour clôturer ce point de l'actualité. Les 4 vérités annoncent le décès de l'ancien ministre garde des Sceaux, Gustave Anani Kassa. Fin de la revue de presse de ce lundi 7 octobre 2024.